Gokuf. Il est le maître de conférence de Sciences Po à Lyon. Et puis, nous avons aussi Monsieur Gwenaël Graphique qui nous rejoint en ligne. Gwen, qui est aussi la maître de... Bonjour, qui est aussi une maître de conférence à Lyon 3, Jean Moulin, à l'université de Jean Moulin. Ouais. Et si vous voulez parler un peu plus de votre autres titres, que peut-être la plupart des autres ne connaissent pas encore, ne vous connaissent pas encore, non? Eh bien, Gwenaël Graphique et moi partageons deux autres, enfin entre autres plein de points communs. Nous sommes tous les deux membres de l'Association francophone d'études taïwanaises, dont nous sommes ici au siège, qui nous héberge, et nous sommes également tous les deux directeurs d'une collection à l'Asiatech, notre éditeur, lui une collection littéraire et moi une collection académique, donc sur Taïwan. D'accord. Donc Gwen, je pense qu'on peut présenter un petit peu Taiwan Fiction à l'Asiatech. Oui, alors c'est une collection qui a été créée en 2015, qui effectivement est hébergée par l'Asiatech, qui est maintenant la maison d'édition incontournable, si vous voulez des choses sur Taïwan en français, avec la collection que dirige Stéphane qui s'appelle Études Formosane. C'est une collection qui a vocation à publier de la littérature plutôt contemporaine, publiée à Taïwan après 1987. Il y a déjà pas mal d'ouvrages qui ont été publiés, 8, si mes calculs sont bons. Et le tout dernier en date, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Formosana, avec le sous-titre Histoire de démocratie à Taïwan, et qui essaye de relire un petit peu l'histoire politique de Taïwan à travers la littérature. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que peut-être pourquoi on choisit de tenir cette conférence en français, parce que c'est aussi très important que nous sommes ici en France et qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser plus en plus grâce à votre travail depuis des années à promouvoir Taïwan. C'est vrai que c'est important qu'il y a des gens qui s'intéressent à Taïwan, qu'on ne se sent pas tout seul dans ce chemin de la démocratie. Et puis, nous sommes aussi ravis d'être en France, qu'on partage les mêmes valeurs universelles, et puis aussi de la démocratie. Aujourd'hui, on est ensemble pour cette promotion. Donc, je vous remercie vivement d'avoir accueillis dans l'association d'études franco-taïwanaises. L'association francophone d'études taïwanaises. Des études taïwanaises. Voilà, et je vous remercie de votre travail de la promotion de la littérature et puis de la stature de Taïwan. Et comme on a beaucoup de Taïwanais qui nous regardent, je crois son nom chinois c'est Fayu Taiwan Xuehui. C'est ça, Gwen, je ne me trompe pas? Fayu Taiwan Xuehui. Notre nom. Fayu Taiwan Yanjiu Xuehui. Yanjiu Xuehui. Voilà. Et c'est important de le dire parce que le nom de Formose en France, c'est Faguo Taiwan Xiehui. Donc c'est un nom très proche. Donc il faut les distinguer pour pas qu'on se confonde, même si on travaille ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui est très important dans l'histoire de Taïwan. Et puis aujourd'hui, plus précisément, on va parler pourquoi cela est important pour influencer le changement de notre identité nationale. Alors, on vous propose un programme en plusieurs étapes. La première, je vais faire un petit point sur les événements du 28 février 1947 eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé politiquement, historiquement et quelles conclusions on peut en tirer de manière préliminaire. Ensuite, je passerai la parole à mon collègue et ami Gwenaël Graphique, qui va vous parler de la dimension littéraire et peut-être filmique des choses, et notamment... sans doute, peut-être, évoquera-t-il la vie d'un certain nombre d'auteurs et leur souffrance et la répression qu'ils ont vécue durant ces funestes événements. Et puis, moi, je commencerai sans doute par vous présenter cette illustration que j'ai, qui est rarissime, je dirais un petit peu d'où elle vient et ce qu'elle signifie. Et puis, Gwenaël et moi, nous allons vous parler un petit peu
de lecture. Plus fort, faut que je parle plus fort. D'accord, nous allons, alors très bien, je vais faire mon prof d'amphithéâtre du coup. Et donc nous allons vous parler, je ne sais pas si je tiendrai comme ça 2 heures, mais ce n'est pas grave, vous parler du dernier livre qui est paru dans la collection Taïwan Fiction dirigée par Gwenaël, c'est-à-dire Formosana, qui a plusieurs nouvelles qui, de près ou de loin, évoquent la question des événements et de leur répression, dont une qui est très touchante, vous verrez, nous nous sommes tombés d'accord tous les deux pour en lire des extraits. Un extrait qui est plutôt sur le côté vivace, douloureux de l'événement meurtrier, et un extrait qui voilà, touche plus à la possibilité de la réconciliation, qui est une politique lancée, ce sera le point de mire à la fin de notre intervention, par l'ancien président Lee Teng-hui, qui était éligible au prix Nobel de la paix et sans doute l'un des plus grands hommes d'État du XXe siècle au monde. Voilà, et qui a démocratisé Taïwan sans un coup de feu et sans verser de sang. Il est mort en juillet de l'année dernière à 98 ans. C'était un événement inévitable et tragique, et ce sera aussi une occasion de lui rendre hommage aujourd'hui. Voilà. On n'a pas encore terminé cette présentation. Alors, si vous voulez, je vais vous présenter un petit peu ce visuel que j'ai ici. Alors, ce visuel, en fait, a été publié lors du 30e anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes au 74e anniversaire des événements du 28 février. Donc, c'est-à-dire le 28 février 1977, et pour celles et ceux qui suivent le cours de politique taïwanaise à Sciences Po Lyon, puisqu'on a un cours de politique taïwanaise, c'est pas mal. Eh bien, j'en parlais vendredi dernier par le mouvement d'opposition taïwanais indépendantiste de l'étranger. Et en l'occurrence, là, on a une revue qui a été publiée par plusieurs mouvements dissidents à l'étranger. Ça, c'est un exemplaire rarissime que j'ai pu obtenir. Et je rends hommage ici aux 2 personnes qui m'ont donné leur fonds, qui est à Sciences Po Lyon aujourd'hui, et qui sont Ho Jinlang et Ho Meizhi. Et sans doute, Ho Meizhi nous entend aujourd'hui. Ho Jinlang nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Et ils étaient tous les 2 sur ce qu'on appelle le Heimingdan, c'est-à-dire la liste noire des opposants que le Kuomintang avait réussi à faire fuir de Taïwan, ou qui, une fois qu'ils avaient quitté Taïwan pour leurs études, eh bien, étaient inscrits sur cette liste pour ne pas pouvoir rentrer à Taïwan et étant exilés comme ça pendant des années. Ce sont eux qui ont pendant des décennies, fait vivre une autre image de Taïwan que celle contrôlée par les médias taïwanais du Kuomintang à l'époque, ceux avec lesquels j'ai commencé notamment mes études jeune homme dans les années 90, avant que Taïwan, grâce à Lee Teng-hui, commence à ouvrir le couvercle de la dictature et commence à laisser transparaître à l'étranger et à Taïwan même des discours alternatifs sur, notamment le massacre du 28 février, le tabou politique par excellence dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, cette couverture, elle a plusieurs éléments que vous pouvez voir. Merci Sandy. D'abord, Taidu, c'est-à-dire l'indépendance de Taïwan. On a appris en cours, mais je ne vais pas vous refaire un cours, que le mot indépendance de Taïwan est un vocable politique qui est inventé en 1950 par le Parti communiste et par le Parti nationaliste, mais qu'il ne veut pas dire que Taïwan est dépendante de la Chine et ce pourquoi elle voudrait proclamer son indépendance. C'est vraiment un point important. Taïwan est indépendante aujourd'hui sous le nom de République de Chine et certains aimeraient évidemment changer le nom du régime, Hankai Kuo-ha en chinois et non pas Xuanbu Turi, c'est-à-dire proclamer une république de Taïwan qui s'appellerait Formosa, pourquoi pas Formosana. Après tout, on pourrait lancer l'idée. Taidu, indépendance de Taïwan. Ici, on a une symbolisation qui fait presque penser à quelque chose de masonique, mais c'est Taï, le Taïwan. Et puis, on a donc 30 Nian, Qi Nian, commémoration des 30 ans, avec en anglais, pour ceux qui n'ont pas compris, Taidu, Taiwan, Independent Taiwan. Et on a les caractères ici qui sont très intéressants, qui sont répétés comme ça, symétriquement. Le 28 février, Ta Peling, grande révolution, Taiwan Renmin, le peuple de Taïwan, et on a quelque part plus loin, voilà, Tianguo Qidian, c'est-à-dire le point de départ de la fondation du pays. Ce qui me permet de dire en un seul mot, voilà, ou 2 plus exactement, que le massacre du 28 février 1947, qui est en fait le massacre de mars 1947, c'est un massacre fondateur, un point de départ, un précipité chimique
qui va faire que la conscience taïwanaise qui existait à l'époque, et notamment dans la lutte contre l'occupant colonial japonais depuis le traité de Shimonoseki, Maguan Qiaoyue en 1895, eh bien, qui était déjà à l'œuvre pour obtenir, disons, une reconnaissance plus grande de la subjectivité taïwanaise à l'époque coloniale. Et les acteurs de la gentry de Taipei, des intellectuels taïwanais et de Taipei en 1945, effectivement, séduits par le projet modernisateur de la République de Chine à Nankin, qui a effectivement modernisé la Chine, il ne faut pas l'oublier, eh bien, en fait, ont accueilli, et les Taïwanais avec eux, à bras ouverts, les soldats du Parti nationaliste et la dite rétrocession, qui n'a en fait, sur un plan juridique, pas eu lieu, de 1945 à la Chine, quand le Japon, défait dans la guerre contre du Pacifique, est sommé de restituer Taïwan à la Chine, sachant que ce sera le point de départ. Ça n'est pas la Chine, évidemment, qui a cédé Taïwan au Japon, pour une raison très simple, c'est qu'en 1895, la Chine n'est plus, et ce depuis 1644, un sujet de droit international. La Chine des 18 provinces étant elle-même une colonie, une partie de l'empire mandchou, et c'est cet empire mandchou et non la Chine qui va intégrer Taïwan dans son empire en 1684, et c'est ce même empire mandchou qui va céder Taïwan aux Japonais en 1895. Voilà. Donc le point de départ, c'est de dire qu'en 1945, les Taïwanais vont être relativement optimistes sur l'idée de revenir à la mère patrie dans la mesure où ils sont de culture chinoise, même si depuis la fin des années 30, la politique du Japon impérial engagé dans la guerre contre la Chine est de les nipponiser, de les japoniser, on va dire de les impérialiser, comme une cas en japonais, à grande vitesse. Voilà. Et donc, ils vont ouvrir les bras aux Taïwanais jusqu'à essayer d'apprendre à toute vitesse le Kuoke, le chant national de la République de Chine, alors qu'ils ne parlent pas chinois. Ils parlent japonais, ils parlent taïwanais, mais ils ne parlent pas chinois. Et de broder rapidement des drapeaux de la République de Chine. Et j'ai un exemple dans mes archives d'une photo à Chongqing, une rue qui s'appelle aujourd'hui Chongqing Beilu, et où on voit un drapeau de la République de Chine qui est mal fait, avec l'étoile blanche du Kuomintang au mauvais endroit, parce qu'ils n'ont pas les références qu'il faut, mais voilà, ils accueillent le Parti nationaliste. Alors maintenant, si vous voulez bien, en quelques minutes, on va rentrer directement dans le cœur du sujet, et je propose à Gwen, pas seulement de prendre la parole tout à l'heure pour parler de l'aspect littéraire des choses, mais aussi d'interrompre directement s'il trouve qu'une référence littéraire, culturelle ou filmique sied à un moment ou à un autre. Voilà, c'est de dire que en fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Chiang Kai-shek, qui est donc le président de la République de Chine, enfin pas exactement ce titre encore avant 1947, mais en tout cas le dirigeant suprême en Chine, le généralissime, va nommer un chef de guerre, un ancien seigneur de la guerre de petit niveau, qui lui a été fidèle et avec lequel il a fait des arrangements, qui s'appelle Chen Yi et qui est une sinistre mémoire à Taïwan, puisque c'est lui qui va être nommé gouverneur de Taïwan, fraîchement récupéré sur les Japonais, et qui va établir, il faut le dire, ni plus ni moins qu'un gouvernorat militaire. C'est un militaire, donc à part les questions armées, et encore, il ne comprend pas grand-chose, et il est, entre guillemets, rémunéré pour son allégeance à Chiang Kai-shek, disons, avec donc ce poste qui lui est donné. Il débarque dans une île étrangère que tout le monde, jusque dans les années 30 en Chine, et je le tiens d'observateurs de première main, dans les années 90, des continentaux, des continentales très vieux, qui, durant ma thèse, me parlaient sans imaginer ce que j'allais faire, et donc le potentiel dévastateur de ce qu'ils me disaient, et qui me disaient qu'effectivement, jusque la Deuxième Guerre mondiale, et même jusqu'au repli du gouvernement de la République de Chine à Taïwan, tout le monde se contrefichait de Taïwan en Chine. J'ai ici dans mon bureau derrière une carte que je pourrais vous montrer tout à l'heure, notamment nos étudiants qui sont là, de la République de Chine, publiée en 1936 par le ministère de l'économie, bureau des communications, qui montre une carte de la Chine avec la légende sur Taïwan. La légende de la carte est sur Taïwan. C'est normal, en 1936, Taïwan est japonaise. Sauf que dès 1931, Chiang Kai-shek commence à mobiliser Taïwan
qui a été arraché, dit-il, à la Chine, en confondant comme tout le monde la Chine et l'Empire mandchou, par le Japon. Donc Taïwan commence à émerger, mais c'est une mobilisation stratégique. Il n'y a aucune volonté à l'époque de réécrire l'histoire de Taïwan pour dire ce qu'on dit aujourd'hui et qui est un discours qui a été créé de toutes pièces en 1950, à savoir que Taïwan, Zhonggu Ilai, c'est-à-dire depuis les temps anciens, a toujours fait partie de la Chine. C'est un discours nouveau qui a été créé par le Kuomintang pour éviter de montrer qu'il était en exil et par le Kuomintang, le parti communiste, pour justifier d'aller récupérer Chiang Kai-shek, de le juger, de l'exécuter et de mettre fin à la République de Chine pour enfin être le seul gouvernement, État, régime qui peut assurer la succession d'États entre les deux régimes chinois, ce qui n'est jamais advenu, puisque, comme vous le savez, cette République de Chine que les indépendantistes n'aiment pas survit néanmoins à Taïwan et est aujourd'hui le seul outil de souveraineté internationale que l'île est, dont elle dispose, et qui, à la faveur de l'élection de Tsai Ing-wen en 2016, va fédérer plus ou moins un centre modéré à Taïwan qui se rallie temporairement et stratégiquement derrière ce drapeau qu'on a pendant des décennies rejeté, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est le seul outil dont on dispose face à la Chine. Nous étions tout à l'heure en ligne avec l'ambassadeur de Taïwan en Allemagne, hier avec l'ambassadeur de Taïwan en France. Voilà, ce sont des ambassades, qu'elles en portent le nom ou pas, elles représentent un État souverain et que nous reconnaissions Taïwan ou pas, ça ne change pas la réalité juridique que Taïwan est un État souverain qui n'a pas d'indépendance à proclamer, la question technique étant plutôt le changement de nom du régime qu'on appelle en chinois Gai Guo Hao. Il faut absolument distinguer les deux. Ou Zhixian, c'est réécrire la Constitution. Alors, j'ai relativement peu parlé du 28 février. Je garde toujours en tête que Gwenaël peut interrompre. Gwenaël, n'hésite pas à couper, parce que j'ai un débit assez impérialiste, là, où je ne laisse pas trop parler, mais surtout, prends la parole si tu le veux. On va, si vous voulez bien, entrer plus précisément dans les événements eux-mêmes, mais à grands traits. Voilà. Alors, pourquoi des événements? Ces événements, c'est une rébellion insulaire. Pas juste de l'élite, mais avant tout de la population. Alors, ça commence avec un événement qui aurait pu être banal l'après-midi du 27 février 1947. Dans le système politique qui est appliqué à Taïwan, dans ce gouvernorat de fait militaire qui concentre tous les pouvoirs au sein d'une structure qui s'appelle Taiwan Xinjiang Zhangguan Gongshu. Voilà, Xinjiang Gongshu. Oui, Xinjiang Zhangguan. Xinjiang Zhangguan, c'est le nom du dirigeant, le titre dirigeant, et le gouvernement s'appelle Xinjiang Gongshu. Voilà, il concentre tous les pouvoirs, militaires, exécutifs, économiques, sociétal, juridiques. Et en fait, c'est un gouvernement militaire qui rappelle les premiers temps de l'occupation militaire japonaise en 1895. Et cela fait belle lurette que les Japonais étaient passés à un gouvernement civil de l'île. Et cela donne aux Taïwanais l'impression de revenir des décennies en arrière. Et ce qu'ils voient, c'est qu'en fait, ces Chinois qu'ils avaient fantasmés sont très différents d'eux, beaucoup moins modernes qu'ils imaginent. Et on leur envoie une troupe déliquescente, mal habillée, porteuse de microbes, absolument pas… pas très ordonnée aussi. Voilà, absolument pas glorieuse pour la Chine. Tout ça, pourquoi? Parce que Taïwan ne présente aucune importance pour Chiang Kai-shek et que c'est le dernier de ses problèmes, lui qui est engagé très rapidement dans la relance de la guerre civile contre Mao Zedong. J'ai ici également, d'ailleurs c'est à côté de vous, le Macmillan Reference Book of China, qui est publié dans sa dernière édition en 1947, un an et demi après l'intégration de Taïwan à la Chine. Taïwan ne fait toujours pas partie de la liste des provinces de la République de Chine. C'est dire à quel point c'est vraiment le dernier des problèmes. Et alors, de cette situation va naître une incurie, un système de prébande et surtout le placement à toutes les fonctions de l'administration civile et militaire de ce qu'on appelle les continentaux. Alors, à l'époque, ce n'est pas les Waishengren, c'est vraiment les Daluren, les Zhongguoren, les Tangshan, les gens qui viennent du continent et qui peuplent l'administration au point qu'il y aura un seul Song Fei-ru, un seul administrateur taïwanais qui sera à l'administration de la
de l'éducation. Tout le reste de l'exécutif sera aux mains des militaires et des civils nommés par Chen Yi. Et notamment, donc, ils se répartissent tous les pouvoirs et tous les postes. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que l'économie taïwanaise, qui était florissante sous les Japonaises, même si c'était une économie partiellement coloniale, et même si elle a été un petit peu bombardée par les Américains à partir de 1943, eh bien, en fait, cette économie-là va décroître très, très vite. En fait, je vais pouvoir le fermer avec l'arrivée des nationalistes. Et en fait, les Taïwanais vont ressentir dans leur niveau de vie l'augmentation du chômage, la paupérisation, l'arrivée de nouvelles maladies contre lesquelles ils ne sont pas immunisés dans la mesure où les Japonais ont mis en place à Taïwan un système d'hygiène très développé, en tout cas pour l'époque. Et pour faire cette histoire plus courte, le 27 février, ce qui se passe, c'est qu'une vieille dame, tout le monde connaît l'histoire, particulièrement les Taïwanais qui nous écoutent, mais pour les Français qui nous écoutent, je la rappelle, voilà, elle vend des cigarettes de contrebande parce que le gouvernement a repris des Japonais un monopole sur ce qui est très lucratif, les tabacs et l'alcool, et qui finance évidemment le gouvernement colonial. Et cette femme est, disons, battue par un policier, et tout de suite, et on connaît exactement au mètre près l'endroit à Taipei où ça se passe, on a des photos, c'est absolument unique, une photo d'un attroupement qui va suivre très peu de temps après, avec les passants de l'époque. Et il faut savoir que les passants à l'époque, ils sont en costume cravate. Ils sont éduqués à la japonaise, c'est l'élite de Taipei, et dans le cœur, un Tadaochan, le cœur le plus noble de l'élite économique et politique de Taïwan. Et donc, c'est dans le cœur même de ce quartier que cette femme va être battue. Alors, pas battue à mort, mais ça va entraîner un attroupement. Et là, les policiers continentaux de Chen Yi vont paniquer et dans l'attroupement, des coups de feu seront tirés, un homme va être abattu et c'est ce qui va le lendemain déclencher. Parce qu'ils n'ont pas compris aussi les Taïwanais, parce que les Chinois, quand ils sont venus aussi à Taïwan à l'époque, ils ne se peuvent pas se parler, oui. Voilà, une incommunicabilité langagière, ça joue beaucoup. Et du coup, on va, le premier jour, tout de suite, demander un règlement de cette affaire qu'on appelle Tiyan Xue'an Shitian, et qui est distincte du Erpan Shitian, c'est-à-dire l'affaire du règlement du meurtre ou de l'affaire de sang de la vente de cigarettes de contrebande. Tiyan Xue'an Shitian. On oublie souvent ça. Ça, c'est le 27 février. Et puis le 28 février, en fait, la foule va, disons, le mot va passer parce que tout le monde en a marre de cette incurie du gouvernement nationaliste chinois. Et du coup, ils vont successivement marcher vers le monopole des tabacs et le gongmanchu en chinois, le gongmanchu. Voilà, le monopole des alcools et des tabacs, un bâtiment japonais très beau qu'on peut toujours visiter aujourd'hui. Curiosité, il n'a jamais été détruit par le parti nationaliste, alors qu'en fait, c'est un lieu de mémoire. Et sur leur chemin, ils vont en fait prendre la radio de Taipei, qui est dans ce qu'on appelle à l'époque le nouveau parc de Taipei, créé par les Japonais, rebaptisé grâce à Li Denghui, depuis, en 1995, le parc commémorant la paix du 28 février, voilà. Et donc, en fait, ils vont prendre la radio et, grâce à la prise de la radio, vont diffuser dans toute l'île la nouvelle du soulèvement de Taipei, qui, en l'espace de quelques heures, va s'étendre aux grandes métropoles de l'île. Alors, les grandes métropoles, ce n'est pas des grandes métropoles comme aujourd'hui, mais très rapidement, dans les métropoles du Sud, on va avoir des mouvements qui parfois seront très violents et qui parfois, comme à Kaohsiung, seront réprimés dans un bain de sang. Pour faire très simple, ce qui va suivre, Chen Yi, l'administrateur, le gouverneur militaire de Taïwan, même s'il a un titre civil, va dans un premier temps négocier avec la gentry. Les premières victimes de ces événements sont des continentaux. Et oui, il ne faut pas l'oublier, ce sont des Chinois qui sont attaqués et tués par les Taïwanais qui n'en peuvent plus et qui se rebellent contre cet occupant qui est un nouveau colonisateur. Mais c'est le début. Et les victimes qui suivront seront des Taïwanais en dizaines de milliers, sans doute jusqu'à 20 000 victimes dans les événements qui vont suivre, entre 10 000 et 20 000 victimes, on va dire. Et c'est sans compter ce qui va suivre pendant les décennies qui suivent, jusqu'au milieu des années 60,
la terreur blanche. Voilà. Et ces victimes-là, elles ne vont pas être dénombrées tout de suite. Pour une raison très simple, c'est que Chun-Hee s'engage d'abord dans une négociation avec les représentants de cette élite, négociation dont on trouve l'écho dans la nouvelle Fleurs dans la fumée, dans le livre édité par Gwenaël Gafrique. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant et que je voudrais porter à l'attention de tous, certainement les Taïwanais qui nous écoutent connaissent tous très bien cette histoire. Mais le point personnel que j'aimerais amener dans cette analyse, c'est le suivant. C'est que la rébellion du 28 février, nominalement le 28 février, est une rébellion violente des Taïwanais contre les continentaux qui va faire des morts. C'est vrai. Mais ce qui suit est une tentative par eux-mêmes et leurs représentants de règlement pacifique, pacifié, policé avec les représentants de l'élite qui vont négocier dans les formes et sans vindicte pour que la lumière soit faite sur les événements et que les deux policiers continentaux soient châtiés. C'est tout ce qu'ils demandent. Et en toile de fond, plus de pouvoir dans cette administration qui leur a volé ce retour à la mère patrie. Et en fait, le Xilian Zhangguan, c'est-à-dire Chun-Hee, qui est une ordure, voilà, le mot est dit, c'est une ordure. Eh bien, en fait, il va négocier en secret avec Jiang Jieshi, qui est à Nankin, en demandant l'envoi de troupes militaires pour, comme ils disent, Xinjiang, c'est-à-dire nettoyer la campagne. Nettoyer la campagne, c'est un terme impérial chinois qui désigne l'envoi de l'armée impériale pour écraser les rébellions contre l'empereur. Voilà le terme qu'emploie Jiang Jieshi. Et dans un câble, dans un télégramme dont on connaît l'existence par une révélation de quelqu'un qui l'a eu en main, mais on n'a jamais trouvé ce télégramme, il semblerait qu'effectivement, Chiang Kai-shek ait envoyé un télégramme à Chun-Hee pour lui annoncer le départ de la troupe à partir de Shanghai en lui disant « tuez-les tous ». Ils arrivent à Taïwan, ils descendent sur le port à Keelung et ils posent le pied et ils commencent à tirer aveuglément sur la population. Vous voyez, elle en est en larmes. C'est véritablement une tragédie, un massacre abominable. Mais le pire de tout ça, c'est que pendant le moment où Chun-Hee négociait, du jour où il a reçu secrètement l'information de Jiang Jieshi, il a cessé toute concession aux représentants taïwanais, tout en continuant à négocier pour que la manœuvre ne soit pas reconnue. Et on a un bilan de 10 000 à 20 000 morts, sélectifs et pas sélectifs, avec la population qui est trucidée dans les rues, dans leurs maisons. Eh bien, on a aussi une sélection rigoureuse de toute l'élite intellectuelle et culturelle de Taïwan qui va être décimée pendant ces événements et pendant la terreur blanche. Et le mot de conclusion, même s'il resterait beaucoup de choses à dire, c'est que quand je faisais mes études à Taïwan, mes études de doctorat dans les années 90, on était encore, et on en parlait avec certains d'entre vous, quand nous disions, bah oui, en 92, le taïwanais, la langue taïwanaise n'était pas en honneur à Taïwan et ça n'incitait pas les gens comme moi à l'apprendre à l'époque. Eh bien, à l'époque, et jusqu'à tout récemment, les continentaux de Taïwan, que je ne veux pas accuser parce que ce sont des victimes de la guerre civile, traumatisés, délocalisés, perdant leur famille, leurs femmes, leurs maris, leurs amants, leurs enfants, leurs terres, leurs ancêtres et parfois même leurs tablettes d'ancêtres. Ces pauvres gens qui sont traumatisés et vont se coaliser derrière Jiang Jieshi parce que c'est lui qui leur promet le retour à la terre des ancêtres. Eh bien, ces gens-là vont fonctionner pendant des décennies sur des préjugés culturels absurdes. Et notamment un qui m'a toujours beaucoup peiné et que j'ai toujours fait l'effort de leur dire que c'était une histoire de perspective, que les Taïwanais étaient des cutéreux, des gens sans culture, et que finalement, c'était eux qui représentaient la bonne culture chinoise. Mais c'était oublié que tous les tenants et tous les auteurs, tous les intellectuels, tous les artistes, tous les militants, tous les penseurs de Taïwan avaient été liquidés entre 1948 et 1950. Et qu'effectivement, avec ce compte-là, on n'avait plus beaucoup de gens qui pouvaient parler, voire qui osaient parler. Et c'est ainsi qu'ils ont fonctionné pendant des décennies avec une superbe culturelle que cet individu
qui est un génie politique, qui mérite qu'on s'attarde sur sa personnalité, président du Kuomintang, président de la République de Chine, qui a essuyé une tentative de coup d'État, je peux le dire, il me l'a confié. Il m'a demandé de ne jamais le dire de son vivant. Il est mort l'année dernière, eh ben je peux le dire. Il me l'a confié. Hao Po-chun, son premier ministre général, qui a tenté un coup d'État contre lui. Eh bien, cette personne-là, c'est lui qui, en changeant les coordonnées identitaires de Taïwan, a plongé ces continentaux dans un désarroi. Beaucoup ont fait un changement, une adaptation, se sont taïwanisés à travers la crise, mais un certain nombre continuent envers et contre tout, à continuer à croire dans une Chine qui n'existe plus, qui n'a peut-être même jamais existé, celle que Chiang Kai-shek a essayé de reconstruire à Taïwan, et qui vote aujourd'hui pour un parti, le Kuomintang, qui objectivement a fait alliance en 2005 avec la Chine contre les intérêts de Taïwan et qui continue à attaquer le gouvernement en place pour toutes les raisons qu'il trouve, y compris les plus stupides. Et je vous donne un exemple et je termine là-dessus. Nous avons un ministre de la Santé dans le monde qui a merveilleusement réussi avec 2 premiers ministres successifs, une présidente et un ancien vice-président spécialisé de la question, une administration extrêmement performante. Il s'appelle Chen Shih-chung et tous les jours au Parlement à Taïwan, le Kuomintang demande sa démission. J'en ai terminé. Merci. Parce que je pense que ce que vous dites est tellement vrai, dont je le sens en particulier, c'est-à-dire que tout à l'heure on évoquait cette langue taïwanaise qu'on a tellement méprise depuis des années, même jusqu'à aujourd'hui, qu'à mon époque, oui, voilà, à mon époque, quand j'étais plus petit, en fait, c'était interdit de parler taïwanais à l'école. Donc, on est forcé à parler le mandarin pour apprendre une autre langue, une autre culture qui est propre à la nôtre. Donc, il n'y a pas que les Taïwanais qui ont perdu leur langue. Donc, il y a des Hakka, il y a des aborigènes. On est un peu quelque part déracinés, voilà, de notre origine. On est forcé, acculturé chez vous-même. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va commencer à réapprendre notre propre culture et que je sens où c'était vrai que quand j'étais petite, quand j'étais à Taïwan, on ne nous avait jamais parlé de 28 février. Voilà. Donc, aujourd'hui, je les réapprends à travers les yeux des Français qui m'ont appris ce qui s'est passé et je trouve que c'est une triste histoire. Voilà, que les Taïwanais ont subi, qu'on n'a jamais été très longtemps notre propre maître sur nous seuls. Parce qu'auparavant, il y avait les Japonais, pendant la colonisation, même s'ils ont fait du bien à Taïwan, ils ont créé des infrastructures, mais il y a quand même des bonnes infrastructures qui sont restées, que plus tard, les Kuomintang ou les nationalistes qui sont venus de la Chine avec une réserve d'y rentrer en Chine qu'ils n'ont jamais pu réaliser. Et qu'aujourd'hui, depuis des années, à Taïwan, on a des mouvements, des sociétés civiles qui sont très forts. Et je pense que depuis que vous avez écrit ce livre, que vous pourrez peut-être en présenter un peu, c'est suite à votre thèse. Et le livre, il est rédigé en chinois en 2004. Je suggère fortement que les Taïwanais qui ne connaissent pas encore peut-être l'histoire, on peut peut-être en retrouver encore à Taïwan et qu'on va connaître notre histoire. Le sous-titre, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Les continentaux de Taïwan et la transition identitaire. Voilà. Mais ce livre, il est quand même écrit en 2004. Je pense que depuis, il y a quand même des changements. Beaucoup. Voilà. Et donc, il y aura plus en plus. Mais j'ai écrit la suite, hein, d'ailleurs. Oui. Je ne sais plus où il est. Là, voilà. La suite est là et le 3e volume va sortir à la fin de l'année. Enfin, si j'arrive à le finir cette année à Taïwan. J'ai hâte de le voir parce qu'il y a quand même ce changement identitaire, c'est-à-dire que les Chinois, les nationalistes qui sont venus de la Chine continentale,
en vivant à Taïwan, qu'ils ont fait les descendants à Taïwan, la deuxième génération, la troisième génération, quelle est leur identité sur ce sol? Est-ce qu'ils se sont toujours chinois ou ils se sont taïwanais? Ou les deux. Ou les deux. Voilà. Aujourd'hui, on va peut-être de votre point de vue, parce qu'en fait, les Taïwanais, c'est notre propre question, c'est à nous de le poser à nous-mêmes, mais de votre point de vue, avec vos séjours à Taïwan, comment vous le sentez depuis 20 ans, ce changement de l'identité nationale? Bon, ben, ça va nous faire un beau sujet. Je propose qu'on commence à le traiter en parlant de Formosana, peut-être, que nous avons proposé. C'est surtout Gwen, enfin, c'est Gwen qui a mené le projet. Mais nous avons proposé l'idée qu'on fasse, via la littérature, une sorte de manuel, plutôt que d'écrire quelque chose de très science politique. Voilà. En se disant que grâce à la littérature, il y a un certain nombre de choses qui passeraient comme un peu des passagers clandestins restant dans les mémoires et dans les cœurs. Mais voilà, je pense qu'on peut donner la parole à Gwenaël pour dire pourquoi il a voulu faire ce livre, quel est son contenu, et qui est un manuel aujourd'hui à l'IEP de Lyon, hein, dans la liste des livres à lire. Donc, c'est dire son importance. Gwenaël, on te passe la parole. Ben, ça marche. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, l'idée, c'est de vous parler un petit peu aujourd'hui de la mémoire littéraire de l'événement, de montrer comment est-ce que la littérature, elle fait écho à ce dont vous venez de discuter, à bien des égards, sur la question de la langue, sur la question des transitions identitaires, sur la question du silence aussi, le fait que certains aient été réduits au silence. Et en vous présentant voilà, quelques textes, quelques destins littéraires, l'idée c'est de changer un peu d'échelle, mais pas totalement. La littérature, c'est toujours quelque chose qui oscille entre l'individuel et le collectif, à travers laquelle on peut voir des destins, des sensations, des ressentis personnels, mais aussi les lignes de force d'une époque. Et je voulais commencer, voilà, avant de parler de littérature taïwanaise, par cette petite citation. C'est une citation que j'aime beaucoup d'un auteur turc, d'écrivain turc Orhan Pamuk, que certains connaissent peut-être, et qui dit ceci, il dit « La littérature, c'est l'art de savoir parler de notre histoire comme de l'histoire des autres, et de l'histoire des autres comme de notre propre histoire. » Et aujourd'hui, l'idée, avant effectivement d'évoquer ce projet Formosana, auquel Stéphane a pris une part active, on y reviendra, de vous parler en quelques mots de quelques œuvres littéraires qui traitent de ces événements. Pour la plupart traduites en français, j'ai essayé de partir de ce principe-là pour que les amis qui ne lisent pas forcément le chinois puissent aussi avoir accès à des textes, mais pas tous, vous verrez. Peut-être que ça fera, voilà, s'il y a des éditeurs dans la salle, peut-être que ça leur donnera envie. Et puis, évoquer aussi quelques autres médias. On verra ça tout à l'heure. Voilà, donc, ce que je vous propose, dans un premier temps, je vais tenter un petit partage d'écran en espérant que ça fonctionne. Alors, pour nous, du coup... ça devrait fonctionner bientôt. On vous fera Est-ce que vous voyez quelque chose s'afficher? Oui. Oui. Ok, parfait. Alors, je voulais commencer à parler de littérature avec un personnage qui est souvent un héros un petit peu des défenseurs ou des partisans de la démocratie à Taïwan, et qui est un auteur qui, de par ses trajectoires personnelles, de par sa littérature aussi, a su exprimer, avec les mots de son époque, un ressenti collectif. C'est typiquement le cas de ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'oscillation entre le destin individuel et le destin collectif de Taïwan à l'époque. Wu Zhuliu, c'est un écrivain qui a été actif durant la période de colonisation japonaise, qui écrivait en japonais, qui a fait dans les années 20 un bref séjour au Japon, et puis qui est devenu journaliste. Il s'est rendu ensuite en Chine, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque, en 1941, en Chine, où il est resté quelques mois, non, peut-être même un peu plus, je crois 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et puis, à son retour à Taïwan, il a commencé à écrire ce roman qu'il achèvera en 1946, donc vraiment pas très longtemps avant les événements qui nous concernent aujourd'hui, et qui a pour titre, alors au début, c'est pas le titre originel, le titre original s'appelle Hu Zhiming, c'est le prénom du personnage principal, mais qui va vite prendre ce titre en chinois, Yaxia de Gu'er, l'orphelin d'Asie. Et dans ce roman d'inspiration autobiographique,
il raconte ses incertitudes identitaires, à savoir ce que ça signifie être taïwanais pendant la colonisation japonaise, mais ce que ça signifie aussi être taïwanais en Chine. Alors que pendant longtemps, il s'était imaginé, avant d'y aller, qu'il était presque organiquement peut-être lié à la Chine. En s'y rendant, il se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Et ça lui inspire ce titre d'orphelin d'Asie. Et c'est, si vous voulez, c'est un qualificatif qui sera tout à fait approprié pour parler des Taïwanais et du sentiment collectif, finalement, des Taïwanais après les événements de 1947. Se sentir à la fois abandonné par l'ancien empire et en même temps par cette soi-disant mère patrie qui était censée les protéger et les tenir, si on veut, dans ses bras. C'est un roman qui ne sera publié qu'en 1959 au Japon, d'abord en japonais, avant d'être traduit en chinois dans les années 70, mais la première version à paraître en chinois, elle ne paraîtra qu'en 1995. Et donc, même si Wu Zhou était quelqu'un d'assez actif dans les années 70-80, il a lui-même été victime de la terreur blanche, on l'a réduit au silence pendant les années 60 notamment, 50-60. Ce roman va compter pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que ça va être un roman qui va non pas porter sur les événements du 28 février, mais qui va en quelque sorte anticiper cette sensation d'abandon, cette sensation finalement d'être ni japonais, ni tout à fait chinois, d'être quelque chose d'autre, et qui est exprimé dans ce roman dès 1946. Il y a un autre écrivain qui était... alors malheureusement, ce roman n'a pas de traduction en français, il y a une traduction en anglais qui existe, mais il n'a encore jamais été traduit en français. Un autre écrivain qui est assez peu connu sous nos latitudes, puisque peu traduit, qui s'appelle Liu Heluo, qui est un peu le beau gosse de la littérature taïwanaise. Il est connu pour être quelqu'un de très séduisant, qui a été très actif pendant la période de colonisation japonaise. Ça a été un des premiers écrivains taïwanais à être publié dans des revues littéraires au Japon, et qui lui aussi, dans son travail, évoque un peu ce sentiment d'ambiguïté d'être taïwanais face aux Japonais, dans ce sentiment d'ambiguïté face à la modernité coloniale, pour laquelle on a à la fois de l'attirance et du dégoût, ou en tout cas on se pose des questions, qui avait été relativement engagé du côté des militants de gauche pendant la colonisation japonaise, et qui a accueilli avec beaucoup de bonheur et d'espoir l'arrivée du Kuomintang à Taïwan. Il a très vite appris le chinois, appris à écrire en chinois, en tout cas, parce que pendant un long moment, beaucoup d'écrivains taïwanais, c'est le cas de Wu Zhou, se sont trouvés dans l'incapacité d'écrire en chinois. On quittait une langue nationale pour une nouvelle langue nationale que la plupart des écrivains taïwanais ne connaissaient pas. Et Liu Heluo, il a été l'un des rares à apprendre le chinois extrêmement rapidement et à publier quelques textes juste après l'arrivée du Kuomintang à Taïwan. Mais malheureusement, il est l'une des victimes de la terreur blanche. Il a, en 1947, été poursuivi, arrêté, et puis il a continué ses activités. Il a été relâché, puis il a continué ses activités militantes, et il a disparu dans des circonstances qu'on connaît finalement assez peu. On sait qu'il serait mort en 1950 ou 1951. On sait qu'il a pris le maquis, s'est réfugié dans une forêt de montagne à Taïwan, et on ignore comment il est mort. Pour certains disent qu'il a été tué par la police, d'autres disent qu'il s'est fait piquer par un serpent en voulant échapper à la police. Toujours est-il qu'il est une des victimes de la terreur blanche. Et il représente, si vous voulez, cette phase de transition compliquée entre la période coloniale japonaise, pour laquelle beaucoup d'écrivains taïwanais avaient aussi des choses à dire, des choses à écrire. Cette période de silence imposé, que Liu Heluo a réussi plus ou moins à franchir, et le silence imposé par le régime du Kuomintang. Il faut savoir que dans les années 50 à Taïwan, la seule littérature, ou presque, qui est autorisée, c'est la littérature anticommuniste. Stéphane le disait très bien tout à l'heure, une bonne partie de la population qui se réfugie à Taïwan dans les années 40-50 a subi un traumatisme important, qui est cette guerre civile. Et il ne s'agit pas de renier ce traumatisme. Simplement, le seul traumatisme officiel qui est permis à l'époque, dont il est permis de témoigner et de conserver la mémoire, c'est le traumatisme de la guerre civile. Et pendant toutes les années 50, et même un peu jusque dans les années 60,
les écrivains taïwanais qui sont nés à Taïwan n'ont pas la possibilité d'exprimer ce traumatisme. Et ils sont écrasés sur la scène littéraire par un autre traumatisme qu'eux n'ont pas vécu, la guerre contre les communistes. Et donc là, vous avez des exemples de textes d'auteurs qui sont par ailleurs très intéressants, Chen aussi par exemple, qui, dans les années 50, 60, et même un peu après, vont écrire des récits qui racontent leur expérience de la guerre civile, qui racontent leur 45-49, mais qui n'est pas celui, évidemment, des insulaires. Et pourquoi je vous donne l'exemple de ces deux textes? Ce sont les deux premiers textes taïwanais, puisqu'ils ont quand même été écrits à Taïwan, même s'ils ne traitent pas directement de Taïwan en tant que tel, avoir été traduits en français dans les années 80. Et les premiers ouvrages qu'on a en français, si vous voulez, de textes écrits à Taïwan, des récits ou de textes littéraires écrits à Taïwan, ce sont des récits anticommunistes. Et évidemment, dans leur contexte de publication, dans les années 80, l'un d'eux est notamment traduit par Simon Leys, que vous connaissez sans doute, qui est donc ce sinologue belge, dont le nom est Pierre Rickmans, qui avait pris ce pseudonyme de Simon Leys, qui avait dénoncé les exactions commises pendant la révolution culturelle maoïste, et qui, pour des raisons politiques, là aussi, s'était intéressé à ce qui se publiait à Taïwan, mais pas tant pour ce que ça disait de Taïwan, plus que pour ce que ça disait de la Chine. Or, depuis, on s'est bien rattrapé, et vous avez tout un tas de textes disponibles en français, en traduction française d'auteurs taïwanais, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et paradoxalement, finalement, les témoignages qu'on a des épisodes ou des événements du 28 février 1947, de la terreur blanche, qui leur a succédé, s'écrivent en dehors de Taïwan. C'est le cas en tout cas dans les années 50-60. L'un des témoignages majeurs des événements du 28 février 1947, ils sont relatés par un ancien diplomate. Alors je passe un peu sur sa biographie, qui est assez riche aussi. Alors j'ai fait une petite erreur dans le nom, c'est George Kerr. Vous avez le nom sur la couverture, et qui a été diplomate à Taïwan pendant les événements, et qui va écrire ce livre, Formose trahi. Il va l'écrire en anglais. Là, c'est un ouvrage qui a été traduit en français et publié aux éditions René Vianney, que je vous recommande chaudement, et qui raconte avec son regard différent, qui n'est pas celui de la victime, si on veut, ni celui de l'agresseur, mais qui va raconter les événements du 28 février 1947. Autre ouvrage important qui va être écrit un peu plus tard, c'est celui de quelqu'un que les Taïwanais connaissent certainement très bien, Peng Ming, qui a été activiste pendant cette phase de transition entre Japon et entre le colonisateur japonais et le Kuomintang, et qui va ensuite lui aussi devoir partir, devoir s'exiler, et qui va écrire cet ouvrage, Le goût de la liberté, aux États-Unis en 1972, qui sera ensuite traduit en chinois par la suite, pour Ming qui va ensuite avoir un destin politique à Taïwan également. Voilà, c'est une autre manière d'aborder, si vous voulez, c'est pas de la littérature en tant que telle, on n'est pas dans la fiction, mais ça se lit aussi presque comme de la littérature. C'est le cas pour Formose trahi, qui se lit presque comme un polar sur Taïwan. Et puis, on reparlera de cet auteur tout à l'heure avec Stéphane. À partir de 1987, vous le connaissez, vous le savez, c'est la levée de la loi martiale. C'est une date symbolique. Alors, c'est pas la date qui marque forcément l'achèvement ou le début de la démocratisation. C'est un processus qui est un petit peu plus long. Mais c'est une qui, dans le domaine de la littérature, va être assez symbolique, marquante aussi. Dans ce recueil qu'on vous propose, Formosana, Histoire de démocratie à Taïwan, l'idée c'était de prendre des textes publiés après 1987, mais qui parlent d'épisodes politiques qui s'étendent de la période de gouvernance japonaise jusqu'à la période contemporaine. Et Yang Zhao signe en 1987. Yang Zhao, qui est un écrivain dont le grand-père lui-même était victime du régime du Kuomintang en 1947, il va écrire une nouvelle, 40 ans plus tard, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, Fleur dans la fumée, Yenhua, et qui va tenter, on le verra, une réconciliation possible entre insulaires et continentaux. Mais je garde ça de côté, on verra tout à l'heure, mais tout ça pour vous dire qu'à partir de 1987, on va avoir un foisonnement d'œuvres littéraires, puisque on a désormais le droit de l'écrire,
autour des événements du 28 février 47. Ça va se manifester de différentes façons. Je vais en reparler tout à l'heure. Ça, c'est le cas pour la littérature. Et puis, évidemment, pour le cinéma, il y a cette œuvre marquante qui est Beijing Chengshi, du réalisateur taïwanais Ro Xiaoxian, que vous connaissez sans doute. Là encore, j'ai fait une petite scorie dans le nom. Et qui, pour la première fois au cinéma, ou en tout cas l'une des premières fois et à cette échelle-là, va traiter des événements dès 1989, des événements du 20 février 1947, ce qui va être absolument marquant pour l'époque. Alors il va être à l'époque Ro Xiaoxian accusé des deux côtés, certains pour justement pour avoir osé briser ce tabou, d'autres pour ne pas être allés assez loin dans la dénonciation et dans la mise en scène des événements. Mais il a ce mérite d'entreprendre ou d'appréhender cet événement avec une grande richesse de points de vue, de langue aussi. C'est un film extrêmement polyphonique, La Cité des douleurs, qui malheureusement, alors peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas forcément eu l'occasion de le voir, il y a des problèmes un peu obscurs de droit pour visionner La Cité des douleurs. Donc on le voit généralement assez facilement en festival, mais il me semble qu'il n'existe pas de DVD de La Cité des douleurs, malheureusement, alors que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma taïwanais. Mais, et là c'est l'instant un peu autopromotion du jour, vous avez ce scénario original, Beijing Chengshi, qu'on a publié à l'Asiatech, dans la collection L'Asiatech Cinéma, et qui montre plein de choses, qui montre aussi, et c'est toute la richesse de l'approche de Ro Xiaoxian, deux voix qui s'expriment à l'intérieur de ce scénario. Zhu Tianwen, qui a écrit, on va dire, le scénario narratif de ce film. Zhu Tianwen, qui est écrivaine, par ailleurs, fille d'un général du Kuomintang, lui-même auteur de récits qu'on pourrait associer à la littérature anticommuniste, qui va écrire pour Ro Xiaoxian autour de cet événement. Et Wen Yanzhen, qui est un autre auteur taïwanais que certains connaissent bien, qui est un metteur en scène aussi, Ben Zhenren, qui va écrire la continuité dialoguée de ce film, avec beaucoup de Taïwanais notamment. Et si vous voulez, c'est cette tentative de réconciliation entre la fille d'un général du Kuomintang, entre un écrivain qui, aujourd'hui, on le connaît, est assez associé à un mouvement démocrate à Taïwan, Wen Yanzhen, qui vont se réunir, se mettre ensemble pour raconter cet événement. Il y a toute une littérature qui va ensuite continuer à s'écrire autour des événements du 28 février 1947, une littérature qui s'inscrit dans ce qu'on appelle parfois le genre des romans fleuves, hein, c'est-à-dire des sagas familiales, écrits dans les années 1990 par des écrivains Ben Zhenren, la plupart, qui ont vécu eux-mêmes les événements, ou alors dont les parents ou les proches ont vécu les événements, qui raconte en fait une histoire de Taïwan depuis 1895, souvent dans les années 90, donc depuis la colonisation japonaise jusqu'au processus de démocratisation, souvent d'une façon assez traumatique, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'excaver la mémoire d'une famille qui a longtemps été tue. Et puis il y a d'autres tentatives. Vous avez par exemple cette tentative, c'est ce roman écrit par un écrivain qui malheureusement est parti trop tôt, Lin Yao-de, qui est le fils d'un continental, et qui a écrit en 1996 un roman sur le 28 février 1947, mais où il met en scène un personnage aborigène, un Atayal, et la manière dont lui, ce personnage, a vécu cet événement. Et à partir des années 90, on va voir comme ça plusieurs. Alors malheureusement, c'est pas non plus un texte qui a été traduit en français. On va voir plusieurs auteurs. Ça va être le cas de Thopas Tamapima, qui est un écrivain aborigène de Taïwan aussi, un écrivain Bunun, dont l'une des nouvelles, alors c'est pas la nouvelle qui concerne le 28 février 1947, mais dont l'une des nouvelles a été traduite dans cette anthologie, À mes frères du village de Garnison, mais qui va lui aussi écrire de sa position d'aborigène sur la manière dont il a perçu, vécu ces événements du 28 février. Nouvelle perspective encore avec cette écrivaine que certains connaissent peut-être, puisqu'elle a été beaucoup traduite en français, avec le roman Tuer son mari notamment, et qui elle aussi va écrire sur la commémoration, sur l'année où Lee Teng-hui a proposé de commémorer l'événement. Et elle va opter cette fois-ci pour le point de vue des mères des victimes, ou des femmes des victimes, c'est-à-dire le point de vue des femmes, mères, épouses,
et également Femmes contemporaines, avec la mise en scène d'une photographe qui va essayer de retrouver la mémoire de cet événement. Dans cette nouvelle, De phare et de sang, qui a été traduite en français, qui figure dans cette anthologie dirigée par Angèle Pinault et Isabelle Rabu, qui raconte, là encore, avec une nouvelle voix, un nouveau regard, les événements du 28 février 1947. Et puis, il y a d'autres écrivains plus jeunes qui n'ont pas connu, évidemment, cet épisode, qui n'ont même pas connu, d'ailleurs, la Terreur blanche, qui, finalement, ont vécu le début, si on veut, de la démocratisation du régime à Taïwan, mais qui sentent, d'une certaine manière, que ces épisodes, que cette transition traumatique entre la période de colonisation japonaise et la période de règne du Kuomintang a été marquante pour tout un peuple, et qui vont essayer, malgré tout, de repartir à la recherche sur les traces de cette mémoire, et qui vont essayer de le faire d'une façon encore différente, choisir un autre moyen d'écrire cette histoire. Dans le cas de Wu Mingyi, là, ce roman que vous avez ici, Les lignes de navigation du sommeil, il raconte l'histoire de son père. Gwen, excuse-moi. Oui. Vas-y. Est-ce que tu veux pas parce que là, on s'éloigne de plus en plus du 28 février, tu veux pas qu'on fasse les lectures qu'on a prévues et qu'ensuite tu reprennes la parole pour montrer effectivement comment ces jeunes générations qui n'ont pas connu le 28 février traitent de ces questions? Parce qu'on pourrait... On peut tout à fait, absolument. L'idée, effectivement, on le verra, c'est des textes qui essaient de réimaginer les événements du 28 février dans une perspective plus contemporaine. Mais si tu veux, on peut effectivement commencer par lire ce que Yang Zhao écrivait en 87 avant de parler. Voilà. Si tu veux, tu proposais de commencer par la page 76, si tu veux commencer. Et puis, je vais juste... moi, je continuerai bien sur page... je voulais te dire, quand elle lui dit mais je me rappelle de beaucoup de choses. Donc, lis un petit peu, si tu veux, à partir de la page 76, comme tu proposais, et c'est-à-dire sur les événements eux-mêmes, en fait, qu'un protagoniste raconte. Et puis moi, je vais reprendre ensuite sur le côté douloureux quand un corps arrive au domicile de sa mère et pleurer. Hein? En attendant que Gwen trouve page le texte, 76, voilà, trouve les pages à lire. En fait, Gwen a très bien résumé mes questions que je préparais auparavant, c'est-à-dire d'un point de vue littéraire, comment on voit ce changement d'identité à travers les différentes ethnies, même de sexe, et puis les différentes générations, comment on s'identifie notre identité nationale dans le contexte littéraire. Donc, vous avez bien présenté les différents auteurs et je pense qu'on va récupérer toutes ces listes-là pour diffuser au public pour qu'on puisse voir un peu les différents points de vue de point de vue de Liang d'une femme et puis de Wu Mingyi de la jeune génération et puis même d'un point de vue des aborigènes vers leur propre reconnaissance d'identité nationale. Bon, moi je vais essayer de projeter le manuscrit en même temps que Gwen le lit. C'est pas lui faire injure, au contraire, mais ça donnera un petit visuel. Et j'ai proposé en l'écoutant à Gwen, si tu m'entends, oui. Pour me dire si tu le souhaites, que tu m'envoies ton PowerPoint qui était très riche, enfin qui est très riche, c'est encore dedans, et je le diffuserai après en fond pendant la suite du débat, si tu veux. D'accord? On voit un petit peu les visuels. Oui, ou je pourrais partager effectivement tout à l'heure. Oui. Si vous voulez, le contexte un petit peu de la nouvelle, ce que je pense qu'il est important de la contextualiser, on a en fait la rencontre entre un continental, déjà un peu âgé, et la fille d'un insulaire, fille qui a donc perdu son père pendant les événements du 28 février 1947, et continental qui a perdu lui sa femme, qui est morte pendant les émeutes. Et donc l'extrait là qu'on vous propose de lire, c'est le moment où finalement le continental, donc le personnage principal, si on veut, raconte cet événement. À la fois le décès de son épouse pendant ces événements et le décès du père de la jeune fille que lui-même a bien connu, dont il était un ami. Donc pour ceux qui auraient déjà le recueil, c'est effectivement page 76. Ce sont des passages qui sont enrichis de notes dans notre recueil. Mais comme là, vous êtes maintenant devenus des spécialistes de la période,
Je ne vous les lirai pas. Le jour où l'événement avait eu lieu, le jour de l'an était passé depuis peu. À ce qu'il en avait su, son épouse avait rencontré des manifestants dans la rue. Ils criaient, hurlaient des choses, mais elle n'avait rien compris. Comme elle avait eu peur, elle avait couru jusqu'au commissariat le plus proche. Elle portait sur elle une carte de visite mentionnant qu'il travaillait comme secrétaire au département de l'éducation et elle avait exigé d'être protégée. Puis les manifestants avaient attaqué le commissariat et ils ne savaient pas trop ce qui s'était passé exactement. Toujours est-il qu'elle était morte là. Son cadavre gisait au milieu d'une dizaine d'autres. Et c'était grâce à cette carte qu'elle serrait fermement entre ses doigts qu'on avait pu le prévenir. Quand on l'avait enterré, son poing droit était toujours fermé. Les 2 premières années où nous sommes arrivés, cette carte où il était écrit que j'étais secrétaire au département de l'éducation m'a servi dans bien des cas, dit-il. Mais je n'avais pas songé qu'un jour elle serait brandie pour obtenir d'avoir la vie sauve. Mais qu'alors, elle ne serait d'aucun secours. Cela l'avait rendu si furieux qu'il était presque prêt à commettre un meurtre. Mais son tour n'était pas venu de tuer quelqu'un. Peu de temps après, ton père est mort. Il continua. C'est seulement quand j'ai su que ton père était mort que j'ai brusquement fondu en larmes. Quand mon épouse est morte, je n'y étais même pas arrivé. Mais quand un cousin de ton père est venu m'apporter la nouvelle, je n'ai pu retenir mes larmes dès qu'il est reparti. J'ai passé la nuit à pleurer. L'oncle de la fille s'appelait Akwan. Il s'en souvenait encore. La fille hocha la tête, puis elle prononça en taïwanais « Tonton Akwan ». À ce moment-là, Wang Reshun et lui étaient voisins. Ils se connaissaient très bien. Akwan est venu me chercher, il m'a supplié à genoux de le protéger. Il craignait que l'armée ne l'arrête, car il avait ramené sur son dos le corps de ton père. C'est ainsi que j'ai su que ton père était mort. Le père de la fille était membre du comité d'enquête sur l'affaire du meurtre lié à la saisie de cigarettes. Puis il avait rejoint le comité de gestion de l'incident. Un jour, il était sorti pour aller à une réunion, et il n'était jamais rentré. Un jeune officier était ensuite venu à la maison dire que Wang Reshun l'avait prié de venir prendre sa bassine et ses affaires de toilette. 2 jours plus tard, un autre jeune officier était venu prendre des vêtements. Et à compter de ce jour, il n'y avait plus eu aucune nouvelle. Il n'y avait pas d'autres hommes dans la famille. Dans le voisinage, on disait que tous ceux qui étaient arrêtés mouraient dans la région de Tsido et de Batu. La grand-mère de la fille avait fait un rêve. Son fils, son unique fils dont le père était mort avant sa naissance, était revenu dans sa cuisine chercher de l'eau pour se désaltérer. Clang, 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 clang. À son réveil, la vieille était allée chez chacun de ses proches pour demander qu'on aille chercher son fils. Mais personne n'osait aller à sa recherche. Akwan était fou de colère et il lui disait crûment « Personne n'ose y aller. Ils étaient tous toujours collés à lui et il n'y a plus personne pour aller à la recherche de son corps. » Les yeux écarquillés, il regardait la vieille verser des larmes en s'allongeant sur le sol pour les supplier, comme Akwan l'avait supplié lui. Akwan y était allé. Il avait interrogé les passants le long de la route qui menait à Tsidu, tout en faisant en sorte d'échapper à la police, à la gendarmerie, à l'armée. Il avait enfin fini par trouver le père de la fille au pied d'une butte, son cadavre. Ses yeux étaient couverts d'un bandeau noir, ses mains attachées derrière le dos. Akwan avait pris le cadavre sur son dos et s'était réfugié dans une ferme. En voyant le cadavre, le fermier lui avait dit « Rentre dire à sa mère que c'est un honneur pour elle d'avoir donné naissance à un fils comme lui. Quand il a été fusillé, il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il a simplement dit aux soldats qu'il tenait « Dis-moi dans quelle direction se trouve Taipei. Je voudrais prier pour ma mère, lui dire que je suis désolé. Tu diras aussi à ta mère que notre famille entière ne pourra jamais mériter son pardon. Car nous avons vu son fils mourir et nous n'avons pas eu le moyen de le sauver. » Au récit qu'avait fait Akwan, il avait pleuré la nuit entière. Après, je n'ai plus ressenti de haine, juste de la peur, une peur permanente. Ce n'est plus possible de continuer à vivre avec cette peur, dit-il à la fille. Bon, bah, on voit la tonalité tragique que peuvent prendre ces événements dans une famille, hein. Alors là, il y a la chronologie souvent mise en abîme, chronologie, l'événement dans les événements. Donc, on est là dans les années 60, milieu des années 60, et ce vieil homme, donc, comme l'a dit Gwenaël, raconte à cette fille qui est plus jeune, beaucoup plus jeune que lui, et avec laquelle une sorte d'affection presque amoureuse commence à naître dans ce cimetière de montagne en haut de l'Academia Sinica à Taipei, et à laquelle donc il raconte dans quelles circonstances le voisin est venu le trouver pour lui demander de le protéger. Pourquoi ? Parce qu'il avait commis le crime d'aller chercher le corps du père de cette jeune fille. Voilà.
Ce qu'on ne sait pas tout à fait encore, mais que le lecteur avisé a décrypté, c'est qu'en fait, le vieil homme, lui, est un continental et que Aquan et le père de la fille sont des Taïwanais et qu'ils sont voisins et très amis. Et on va vous lire la suite si vous voulez. Donc, je continue, Gwen. Hein, tu es d'accord? Oui, Je continue sur oui d'ailleurs, vous remarquerez, et vous le verrez à la fin du récit, que cette idée de peur, elle va changer, en fait, qu'il va y avoir un changement dans cette conception. Il termine là cet extrait en disant qu'il vit depuis avec une peur permanente, et vous verrez que dans le dernier extrait, les choses vont changer. C'est la clé d'ailleurs de la nouvelle, et une étudiante m'a demandé hier, mais pourquoi à la fin lui arrive-t-il ce qui lui arrive? Pourquoi est-il emprisonné? Sur quel motif? Rébellion contre les autorités. Et en fait, c'est d'avoir été associé de loin à cette histoire et d'avoir donné asile à ce Aquan pendant quelques jours, peut-être, on ne sait pas le détail. Et il va vivre jusqu'au milieu des années 60 avec la peur. Et le milieu des années 60, comme je vous le disais en cours une fois, eh ben c'est les années rock'n'roll, c'est la jeunesse européenne et puis japonaise et américaine qui se révolte contre l'autorité. C'est nos insouciantes années 60 pendant lesquelles la dictature à Taïwan continue à faire des victimes pour des choses aussi bénignes, aussi ridicules, aussi insignifiantes que d'avoir été le voisin d'une victime des incidents du 28 février, comme si cette mécanique de la bureaucratie répressive devait fonctionner jusqu'à ce que la stupidité, l'inanité, l'invraisemblance de cette répression éclate aux yeux de tous, et encore faut-il qu'un individu, en l'occurrence en 1987, le fils de Chiang Ching-kuo, ou plutôt le fils de la première femme de Chiang Ching-kuo, prenne la décision de lever la loi martiale, décision que lui seul pouvait prendre parce qu'aucun autre n'aurait eu le courage de renverser une situation totalement surréaliste. D'accord? Donc le deuxième extrait qu'on va vous lire, c'est quand finalement c'est la fille qui prend la parole. Yang Zhao ne parle que de la fille, on ne connaît pas son nom, c'est toujours la fille, parce qu'elle est plus jeune et aussi parce que, privée d'un père qui a été assassiné par la police militaire, eh bien, elle, son petit frère et sa mère ont dû dur et elle va finir comme hôtesse d'un bar fréquenté par des militaires américains. Nous sommes donc bien au milieu des années 60. Donc, elle s'appelle la fille et à un moment, elle va relever la tête de plusieurs manières, cesser d'écouter ce continental qu'elle connaît, mais qu'elle n'a pas reconnu tout de suite, forcément, puisqu'elle avait 6 ans quand elle l'a vu pour la dernière fois. Donc, elle va relever la tête pour lui donner sa version des choses, ses souvenirs. Alors, je vais en même temps, je ne vais peut-être pas vous le diffuser parce que j'aurais peut-être du mal à faire les deux en même temps. Elle secoua la tête, remarquant qu'il ne la regardait pas. Elle se contenta de dire non. Ah, pardon, c'est la fin du texte. Alors, c'est mal parti. Si tu veux, il faut trouver la page. Moi, ce sera très court. C'est la page 84. Voilà. Puis peut-être certains d'entre vous. Bon, attends, je vais prendre tout ça. Donc, ils sont en fait dans les tombes. Et puis, ils ont un petit peu fait plus. Voilà, c'est ici. Ils ont un petit peu fait plus connaissance. Et voilà. Elle va reprendre la parole. Vous avez toujours pensé que je ne comprenais rien, maman et toi. Ce fut sa première phrase à son réveil. C'est quelque chose pendant la nuit. Mais il y a des choses que je n'oublierai jamais. Il se redressa et se plaça à côté d'un rideau de fenêtre. À travers la vitre, le petit port sur la rivière de Tilong. On pouvait voir le soleil se lever au-dessus des murs de l'académie. Surpris, il l'interrogea. « De quoi te souviens-tu » Les lèvres de la fille se pincèrent, les ailes de son nez tremblèrent et elle s'efforçait de contenir ses larmes, attendant un long moment avant de répondre de beaucoup de choses. Une dispute avait éclaté ce jour-là quand son père avait été ramené à la maison.
Des parents avaient dit qu'on ne pouvait pas laisser un cadavre entrer dans la maison, que ceux qui étaient morts à l'extérieur amenaient le mauvais œil sur le foyer. Mais la grand-mère avait déclaré que pour rien au monde, elle ne préparerait le rite funéraire à l'extérieur. Entrez, entrez, avait-elle dit à Akwan et au cadavre de son père, c'est-à-dire son fils. C'est déjà suffisamment terrible d'être mort dehors, et il faudrait lui refuser de rentrer dire adieu à sa vieille mère. Vous avez vu l'état de notre famille? Qu'est-ce qui pourrait encore arriver de pire? Les tantes et les belles-tantes s'étaient empressées de retenir la mère. Mais à l'extérieur, on avait entendu, de loin, arriver une patrouille de la police militaire. Les lames de leurs baïonnettes brillaient sous le soleil, scintillantes. Ils arrivaient du coin de la rue, sous les rayons du jour. L'oncle Akwan avait déposé le corps du père derrière la porte, puis s'était empressé d'aller se cacher. Quand la grand-mère s'était baissée pour regarder son fils, elle avait vu 2 filets de sang sortir de ses narines. Quand l'autel eut été dressé, la police militaire était venue tourner autour de la maison. Ce dont je me souviens le mieux, c'est de l'éclat de leurs baïonnettes. Elles étaient si aveuglantes. Mais un soir, étrangement, les policiers avaient disparu. La grand-mère avait pris la fille et ses 2 petits frères, le Benjamin venant tout juste d'apprendre à marcher, et les avait fait s'accroupir devant l'autel. Elle nous a fait promettre, chacun à notre tour, de ne jamais épouser de continentaux. De génération en génération, les femmes ne se donneront jamais pour épouse à un continental, et les hommes ne prendront jamais de continental pour femme. Elle leva brusquement les yeux vers lui, je m'en souviens encore. Il n'osa pas croiser son regard, il baissa la tête, il leva le poing vers le coin de sa bouche et dit un peu embrouillé, une haine profonde. Toi aussi tu portes cette haine, je suis un continental. Elle secoua la tête, remarquant qu'il ne la regardait pas, elle se contenta de dire non. Alors ici, le mot continental, c'est plus Taluren, c'est déjà Waishangren, pour ceux qui font la différence. C'est plus le continental du continent, c'est les gens des provinces extérieures à Taïwan. On est passé d'une dénomination, d'un terme vernaculaire à une catégorie bureaucratique. Donc, qui d'ailleurs, en fait, plus exactement, était vernaculaire aussi, parce que le mot Waishangren n'est pas exactement une catégorie bureaucratique envoyée par l'administration, ce qui est ce qui a cours à l'époque et qui est aboli, Gwen, c'est en 93, le Tiguan, je crois en 93, c'est la notion d'origine provinciale, qui fait que vous êtes un Chinois du Hebei, du Hunan, du Yunnan, du Guangxi, du Guangdong, etc., ou de Taïwan. Et toutes les provinces sont au même niveau, si ce n'est que, évidemment, l'administration est contrôlée par les continentaux. Et donc, on va distinguer Benchangren, les gens de cette province-ci où nous sommes, Ben, c'est ici, propre en fait, propre au sens propre, l'université propre, et Waishangren, c'est-à-dire les gens des provinces extérieures, et pas des provinces de l'extérieur de la province, comme ça a pu être traduit dans la littérature française, Shamwai et Waisham, c'est pas pareil. Donc, les Waishangren, et c'est évidemment ce qui se joue ici, et ça va prendre une tournure qui n'est pas traumatique. Je ne vous ai pas dit ce qui s'est passé pendant la nuit. Vous l'avez imaginé, mais vous avez sans doute pensé à tort. Donc, je vous incite à lire la nouvelle. Ça n'est pas forcément ce que vous pensez, mais peut-être, ou à titre métaphorique. Qui sait? Il faut le lire. Voilà, je ne sais pas qui a traduit, mais c'est bien traduit. Voilà. Bon, ouais. Et c'est vraiment un très, très beau texte et qui utilise la relation amoureuse, quelle qu'elle soit, pour, disons, engendrer des ponts entre les groupes ethniques. Voilà. Et Gwen, je te laisse peut-être. Tu veux lire le dernier extrait dont on avait parlé? Je ne sais pas si tu. La page 88, oui. Non? Oui. Alors, c'est effectivement la toute fin du texte. Je vais le reprendre. Fin de la page 87, qu'est-ce que tu en dis? Moi, je pensais même 88. Allez, vas-y. Comme ça, on laisse un peu de place pour éventuellement des questions ou si on veut rajouter des éléments. C'est vraiment la toute fin du texte où on a senti qu'il y a eu un cheminement de la part des deux, à la fois de l'homme et de la jeune fille, qui sont devenus très proches, très amis. Ce ne fut qu'après avoir déjeuné avec elle qu'il rentra travailler à l'académie. Pendant le repas, la fille lui demanda « Dis-moi sincèrement, quel genre d'homme était mon père ?» Il réfléchit longtemps.
très longtemps. Si longtemps qu'elle crut un moment qu'il ne répondrait pas. C'était un homme avec des idéaux. Nous nous inquiétions souvent tous deux de la situation de Taïwan après la guerre. Il continua, se laissant gagner par ses souvenirs. Il était très samouraï japonais. Il voyait la mort comme quelque chose de grave et de léger à la fois. Il trouvait que saigner ou mourir n'était pas une chose si terrible. Du moins, on n'oubliait pas quand on avait saigné. Il en restait toujours quelque chose. Il poussa son soupir familier. Et moi qui croyais à tort que ces fleurs qui s'épanouissaient dans la fumée, il ne termina pas sa phrase. Au moment de partir, il dit à la fille qu'il ne se rendrait pas sur la colline cet après-midi-là, qu'il avait une réunion avec des collègues pour discuter de quelque chose. Je n'avais pas l'intention d'y participer, mais en y réfléchissant, je ne peux plus continuer à avoir peur. Il sortit et la fille l'appela brutalement. « Jin Hongzhao !» Sans faire attention, elle avait encore une fois prononcé « Zhao ». Il se retourna pour la corriger. « Non, Jin Hongzhao. »« Jin Hongzhao, je ne parle pas bien la langue nationale. Moi non plus. » La fille gloussa et le salua de la main jusqu'à ce qu'il prenne la direction de l'académie. Le soir même, il commença à pleuvoir sur Taipei. Il plut sans discontinuer jusqu'au 1er de l'an. Le premier après-midi où la pluie cessa, elle reprit la route boueuse qui menait au sommet de la colline. Elle constata avec surprise que la tombe de son père était de nouveau entourée des fleurs rouges. Un grand buisson de fleurs à côté de la cuve d'eau. Enjouée, elle se plaça sous les larges branches de la boïnia et regarda la grande porte de l'académie en contrebas. Elle ne savait depuis quand, mais 3 hommes de la police militaire se tenaient postés devant l'entrée. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Il serait bientôt sorti. Jin Hongzhao. Elle était impatiente de lui montrer les fleurs rouges. Jamais elle ne le sut. Le soir même du jour où Jin Hongzhao l'avait quitté, il avait été arrêté. Il était mort rapidement en prison. La raison de son arrestation, rébellion contre les autorités. Et donc le tout dans une traduction de Stéphane Corca. Et regardez la mise en page de notre éditeur qui, tout au long de ses livres, de leurs livres, arrive à faire des mises en page extraordinaires. Le point final, juste bien calé. Voilà, c'est l'une des qualités de cet éditeur. Merci Gwen pour avoir lu cette partie qui finalement donne la clé de l'énigme. Mais c'est juste la fin de la nouvelle. En fait, ça vous donnera quand même, j'espère, envie de la lire et les autres avec. On comprend là qu'il a vécu avec la peur et que, évidemment, il n'est pas joyeux d'aller en prison où il va être battu à mort, même s'il ne le sait pas. Mais il vit avec une telle peur qu'à un moment, et 3 fois dans le texte, dont la première fois lu par Gwenaël tout à l'heure, il dit on ne peut pas continuer à vivre avec la peur comme ça. Mais on ne sait pas ce qui va se passer, puisqu'on n'est pas arrivé au bout de la nouvelle. Donc l'effet est vraiment bien mené et c'est extrêmement touchant. Vous voyez ici les fleurs rouges qui apparaissent à chaque fois dans la nouvelle quand il va y avoir une mort ou quand on évoque une mort. Et donc en fait, là, l'auteur annonce avant, pour ceux qui ont compris, mais il faut avoir lu la nouvelle pour comprendre cette récurrence, qu'il va y avoir une mort et elle ne le sait pas, elle ne le comprend pas. Et la nouvelle se termine alors qu'elle n'est pas encore au courant, ce qui renforce le tragique de cette nouvelle. Personnellement, elle m'a véritablement, et sans faire du cinéma, elle m'a arraché les larmes plus d'une fois quand je l'ai traduite, parce qu'elle résonne tant avec mon expérience de Taïwan et ma connaissance de Taïwan, comme si j'étais taïwanais, parce que tout ce qu'il dit est vrai. Ça aurait pu s'avérer dans une seule et même histoire, même si elle est probablement inspirée de plusieurs histoires. Les lieux sont vrais, les noms pourraient l'être, et quand elle lui dit « Ah, j'ai encore mal prononcé ton nom », avec cette consonance rétroflexe, merci Gwen de m'avoir dit comment traduire Jennifer. Voilà, consonance rétroflexe, eh bien, elle lui dit « Je parle mal la langue nationale ». Vous vous rappelez ce qu'il répond, le continental? Moi non plus. Enfin, moi aussi, je la parle mal. Et oui, parce que la langue nationale à Taïwan est imposée par le Kuomintang autant aux Taïwanais qu'aux continentaux eux-mêmes qui ne la parlent pas. C'est pour ça que je vous parlais d'une Chine inventée ou réinventée à Taïwan et que, effectivement, le nationalisme taïwanais d'aujourd'hui se présente comme l'invention d'une nation contre un nationalisme importé qui, à bien des égards, va essayer de faire à Taïwan un projet qui n'a pas pu être fait complètement en Chine.
Jiajie, il parle mal le mandarin. Bah, tous, hein, voilà. Il parle mal le mandarin, Tous, il a un tous. accent. Et d'ailleurs, Deng Xiaoping, Mao Zedong, tous, ils parlaient mandarin avec des abominables accents. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on entend de Xi Jinping et d'autres parler avec la langue standard, qui est une langue... c'est pas une langue coloniale. Alors non, c'est pas une langue coloniale parce que c'est la plus grande révolution sociale de l'histoire du monde, cette langue. Elle a été inventée dans les années 20 par un régime qui a créé de toutes pièces une langue qui pouvait être réelle au sens où elle n'est pas non plus inventée avec des sons ou des sonorités qui n'existent pas, pour la plus large population du monde à l'époque. Donc on a 400 millions de personnes qui sont visées, et ça n'est pas la langue d'une élite coloniale ou impériale ou mandarinale. Et il faut réaliser que ce qui se passe en Chine dans les années 20, et qui a presque réussi, hein, s'il n'y avait pas eu la violence politique de la République populaire, ça n'aurait pas marché, hein, mais ça a presque réussi de la République, eh bien c'est une révolution d'une ampleur absolument considérable. Voilà. Donc, merci à Gwen d'avoir choisi cet extrait, parce que je trouve particulièrement touchant dans tout ce qui est touchant dans cet extrait, quand elle dit, quand il dit, moi non plus, je ne la parle pas bien. Mais il a juste passé sur une phrase que je trouvais rigolote et cocasse, quand elle lui dit, ma grand-mère nous interdit de nous marier, etc. Alors, voilà. Et elle a eu une histoire avec un continental quelques mois avant. Et toute sa famille débarque chez elle, horrifiée et insultant, très énervée. Et alors, elle dit à Tin Hongzhao, bah, en fait, oui, je ne peux pas me marier avec un continental, dit-elle en lui adressant un sourire énigmatique, mais je peux dormir avec. En fait, j'ai une question pour Gwen. Et pour vous aussi, on va vous faire gagner des livres, hein, on vous rappelle. Donc, on va devoir vous poser des questions. Voilà, pour voir si on a bien été attentionné sur la conférence. En fait, j'aimerais bien connaître comment vous avez choisi les extraits pour Formosana. Les nouvelles ou les extraits? Les nouvelles et les extraits. Comment vous allez choisir qui va être dans l'édition, en fait? Parce qu'il y en avait plusieurs, disons, écrivains que nous avons vus tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont les critères qui vous avez dit, voilà, c'est celui-là, par exemple, celui de Yang Zhao? Ouais. Oui, alors c'est un projet qui est soutenu par le Musée national de la littérature taïwanaise, pour ceux qui connaissent, qui est à Tainan, et qui était prêt à nous soutenir pour un projet d'anthologie, mais sans thème prédéterminé. Et donc, j'ai décidé de travailler sur ce thème de la démocratie, ce que l'éditeur, donc Philippe Thuollier de l'Azatec, m'a suivi là-dessus. Et j'ai fait une présélection dans un grand, maelstrom de textes que j'avais eu l'occasion de lire, d'une trentaine de textes. Et puis à partir de là, j'ai essayé de regarder et de prendre une diversité la plus grande de textes, différentes voix, qui parlaient de différentes époques aussi, puisque là, effectivement, il est question du 28 février. Mais dans le recueil, il y a des nouvelles qui traitent de plusieurs périodes. Il y a des nouvelles qui traitent du futur de Taïwan, d'autres du futur du monde, et dans quelle mesure est-ce qu'effectivement la société taïwanaise était traversée pendant plus d'un siècle par les questions de son avenir collectif. Donc c'était essayer de prendre une diversité de voix, de prendre des auteurs aussi qui étaient représentatifs d'un courant ou d'une esthétique à Taïwan. Certains auteurs sont déjà un petit peu connus pour ceux qui lisent de la littérature taïwanaise en traduction française. Wu Mingyi, Wallis Nokan, c'est des auteurs qui ont déjà été traduits en français. Et donc l'idée, voilà, c'était ça, c'est d'avoir une diversité de voix qui puisse être complémentaire, et sans non plus entrer dans une sorte de louange au gouvernement. C'est pas un recueil qui est partisan. Il n'est pas question, voilà, de faire des appels au vote. Au contraire, on montre ce qui relève des angoisses, des peurs, des colères des Taïwanais à travers les époques, des espoirs aussi, sans forcément que ce soit un appel à voter pour tel ou tel parti. C'est pas le lieu ici. Voilà, donc c'est essayer de prendre une grande diversité d'auteurs, de voix, avec aussi des réflexions plus pragmatiques. Il ne faut pas que la nouvelle dépasse tant de signes, etc.
C'est un comité scientifique, c'est important. Hein, ça n'a pas été choisi comme ça par juste affinité culturelle, qui aurait été d'ailleurs un goût très sûr avec Gwenaël, qui est vraiment l'expert numéro un, mais vraiment un comité d'experts à Taïwan qui a aidé, conseillé, et ça, on en parlait en cours. Hein. C'est un exemple du soft power taïwanais, vraiment. Et de oui, pour relater un peu comment ça s'est passé, effectivement, moi j'ai soumis une liste de 10 textes à un petit comité qui avait été organisé par le Musée national de la littérature taïwanaise et qui a validé 9 textes sur 10. Il y avait une question d'un autre texte qui était peut-être à une échelle un peu trop individuelle, mais globalement, tous les textes proposés, effectivement, ont fait l'objet d'une discussion et ont été acceptés. Il n'y a pas eu de volonté de censurer un texte, quand bien même certains pouvaient être critiques, y compris même avec le gouvernement actuel. Est-ce qu'on pourrait donner la parole à nos 4 étudiants qui sont là? Bon, j'ai pas mes lunettes, je ne compte pas, je crois que vous êtes 4. Hein. Et du coup, si j'ai mes lunettes. Est-ce que vous avez des questions pour nous 3, Gwenaël, Sandy et moi? Et puis pour ceux qui nous suivent en ligne, est-ce que vous avez des questions à poser sur le présent, le passé? Et puis après, on essaiera d'inventer quelques questions. Hein, Gwen, on te met à contribution également. Parce que voilà, pour nos étudiants présents, on a 2 livres à vous offrir, une tablette aux ancêtres et un Formosana. Voilà, tout à fait. Dédicacé. Et puis pour nos amis qui sont en ligne, alors là, il y a d'autres choses. Il y a on a les livres de la collection que je dirige, c'est-à-dire un livre de Gwenaël Gafrix, c'est un peu le réseau, hein, vous voyez. Hein. Donc, la littérature à l'ère de l'Anthropocène. Et puis, Rétro Taïwan, vous connaissez aussi son auteur, puisqu'il est également enseignant à Sciences Po et à Lyon 3, enfin à Lyon 3, mais également à Sciences Po, Rétro Taïwan. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à offrir en ligne? Pour l'instant, je ne l'ai pas. Et Formosana également. Oui, un Formosana également. Bref. Oui, est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Vous pouvez aussi laisser vos questions dans le chat. Et il faut passer les questions. Je ne vois pas. J'ai un peu du mal à voir. C'est trop loin. N'hésitez pas. Ou quelqu'un qui peut lever. Il y a des questions de Céline, je crois. Ouais. Céline, vous pouvez peut-être activer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Si par contre, si c'est compliqué pour Céline, je peux vous lire les questions si vous voulez. D'accord. À votre avis, est-ce qu'il existe aujourd'hui une tendance de la disparition ou du dépassement du clivage entre les continentaux et les insulaires taïwanais? Parce que, par exemple, alors, je lis la question, il existe déjà un parti politique créé en 2019 qui s'appelle le Parti populaire taïwanais, qui se présente comme Minjongdao, qui se présente plutôt comme un parti centriste et essaie de nuancer l'opposition binaire entre les nationalistes et les adeptes du Parti démocrate progressiste, ou globalement réducteur. Je lis la question telle qu'elle est posée, ou globalement réducteur entre les partisans de l'unification avec la Chine et de l'indépendance de Taïwan. En bref, à votre avis, dans la société taïwanaise contemporaine, est-ce qu'il existe une tendance à la convergence entre les 2 idéologies ou la création d'une nouvelle identité taïwanaise plus nuancée et non pas noir ou blanc? Bon, je suppose que ça tombe dans mon escarcelle pour l'instant, quoique tout le monde pourrait répondre aussi, mais le noir et blanc existe encore et limité, je pense, aux vieilles générations qui n'arrivent pas à se mettre à la page. Sachant que dans ces vieilles générations qui n'arrivent pas à se mettre à la page, une partie d'entre elles, et notamment, pas forcément des anciens bleus continentaux ou soutien du Kuomintang, ont divergé il y a 3 ans pour élire quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui, qui est devenu maire de Kaohsiung. On prononce son nom. Bon, ça, on n'a pas besoin de faire la pub. Bon, il a été démis de ses fonctions depuis par référendum d'initiative populaire. Et en fait, le soutien à ce candidat montre une forme de populisme qui n'emporte pas vraiment une idéologie pro-chinoise, mais qui n'est pas non plus, disons, inconsciente du fait que la personne a surfé sur un vieux thème qui était cher à Ma Ying-jeou et qui a montré toutes ses limites pendant sa présidence, c'est-à-dire d'avoir des meilleures relations avec la Chine. Et ces gens-là ne sont pas pour autant, ceux qui ont voté pour lui,
des suppôts de l'unification avec la Chine, mais une forme de ras-le-bol d'une classe politique qu'ils ne comprennent pas, sans doute parce que celle-ci, depuis une trentaine d'années, est en train, et je parle évidemment du Kuomintang, d'inventer une forme de nationalisme taïwanais inclusif qui est sur un chemin de crête. Un chemin de crête entre, disons, d'un côté, le danger de l'unification par la force avec la Chine, et de l'autre, eh bien la même chose, déclaration d'une indépendance formelle, enfin formelle, d'un changement de nom, qui conduirait au même résultat. Donc la difficulté d'inventer ce nationalisme inclusif, eh bien, déstabilise non seulement les continentaux, mais tous ceux qui ont été socialisés et qui sont vieux à l'époque du Kuomintang et qui n'arrivent pas complètement à mettre à jour leur identification nationale. Alors que les jeunes, eux, vraiment avancent et avancent vite, notamment à la faveur des événements politiques qui les conduisent à empowerment, à se prendre à se mettre en responsabilité pour forger l'avenir de Taïwan, comme on l'a vu notamment avec le mouvement des tournesols. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce sont surtout les jeunes qui avancent le plus vite, et notamment les continentaux, dont la troisième génération aujourd'hui est clairement, en tout cas dans ma perception et dans mon analyse, clairement acquise à l'identité taïwanaise, même si, à l'occasion, ils peuvent voter pour le Kuomintang, mais sans que ce soit absolument un soutien à l'unification. Donc le noir et blanc, il n'existe plus vraiment. La troisième voie n'a pas non plus marché. On en est revenu, après les tournesols, à voter pour le Kuomintang, le Parti démocrate progressiste, qui lui a su aussi se modérer pour marginaliser les radicaux de l'indépendance et apparaître comme finalement être un pouvoir de gestion politique au centre dans la droite lignée de Lee Teng-hui qui avait lancé cette politique 20 ans auparavant. Voilà. Mais bon, pour moi, maintenant. Mais on demandera peut-être, Céline, est-ce qu'on a répondu à votre question? Ou peut-être on va laisser la parole aussi à Gwen. Comment vous en pensez? Oui, vraiment, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Stéphane. Effectivement, pour les jeunes taïwanais, il n'est plus vraiment question de s'identifier à la Chine, en fait. Et même les dissensions partisanes qui peuvent exister à Taïwan sont plus tellement liées à cette question, en fait. Puisque je pense que l'immense majorité des Taïwanais, quel que soit le parti pour lequel ils votent, se sentent pas chinois. Et c'est plus tellement à ce niveau-là que ça se joue. Effectivement, c'est davantage, comme l'a dit Stéphane, un gain ou pas à rentrer en relation avec la Chine, mais il n'est plus vraiment question d'une scission qui pourrait exister identitaire entre continentaux et Benshenren aujourd'hui à Taïwan. Ça n'a plus vraiment de sens pour les jeunes, je crois. Ça en a encore pour des personnes de génération peut-être supérieure, mais globalement, c'est plus tellement là que ça se joue, en fait, je pense, pour les jeunes Taïwanais. Je pense que c'est un choix par rapport aux générations, peut-être au-dessus de certains âges, au-dessus de 50 ans ou 60 ans. Comme Stéphane a dit, c'est plus un choix d'idéologie qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est plus sur les sujets sociaux qui va nous distinguer notre choix politique. Voilà, sur le logement ou sur l'avenir d'éducation de nos enfants, sur la question d'énergie écologique et puis sur l'emploi. Je pense effectivement c'est à peu près la même question et ce qui se pose aussi pour les jeunes électeurs français. Voilà. Oui. Alors moi j'ai envie de proposer à ceux qui sont présents, sachant que ceux qui sont en ligne peuvent vite regarder sur Internet, ceux qui sont présents, j'ai envie de poser la question, c'est quoi le nom de ce maire? S'il y en a un qui connaît, je donnerais bien un des livres le nom de ce à maire. celui qui trouvera le nom de ce maire. Allez, il y a Clément Ganac qui lève la main le premier. Oui, bien sûr. Raté, presque. Un demi-livre. Il y a Corinne Fish. Corinne Fish, est-ce qu'on va valider ces réponses? Maëlys. Hangrouille. Très bien. Allez, Clément, prochaine fois. Ok. Mais c'était pas mal. Ouais. Tu as peut-être un deuxième exemplaire. On va pas forcément. On a déjà un livre d'attribuer. Je voudrais juste en profiter pour rappeler que, oui, dans ce soft power taïwanais, on a aussi le bubble tea. Hein? Le thé au lait aussi, d'ailleurs, dont on parle beaucoup en ce moment. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, les Taïwanais ont appelé à manifester
en faveur, en solidarité avec les Birmans. Et aujourd'hui, 28 février. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à Taïwan, c'est la commémoration d'un massacre. Donc, c'est important de dire qu'on soutient, enfin, moi en tout cas, l'Alliance du thé au lait, qui regroupe un certain nombre de pays avec des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes, mais c'est ça qui est intéressant de voir qu'il y a une géopolitique des mobilisations et dans laquelle des emprunts se font. Et bon, on en a parlé en cours avec mes étudiants, les emprunts se font de leaders, d'idées, de techniques. On a, il y a donc quelques jours, eu la version anglaise d'un manuel de mobilisation préparé pour les Hongkongais qui a été distribué à Rangoon. Voilà, c'est assez intéressant. Bon, et dans cette comment dirais-je, dans ce comment dire, soft power de Taïwan, eh bien, je voulais vous dire aussi que nous agissons sous les augures. Ça aussi, c'est du soft power taïwanais, d'une épicerie fine taïwanaise dont nous avons souhaité, je fais un petit peu de pub, voilà, parce que d'abord, comme ça, on avait des gâteaux gratuits. Alors parce qu'on ne pouvait pas… Et ça s'appelle Zouzou, et il travaille dans une ferme pas très loin de Lyon, à 1h30 de route, 261 habitants selon Wikipédia aujourd'hui, et il y a déjà une épicerie fine taïwanaise. Donc, toutes les autres villes de France, vous êtes en retard, hein, franchement. Ça aussi, c'est du soft power. Donc, merci Eric, merci à l'équipe de Zouzou. C'est Zouzou ou Zozo? Zouzou. Zouzou, voilà, bon bref. Et donc, pour les 4 étudiants qui sont là et l'équipe de filmage, on en aura chacun tout à l'heure pour déguster. Ouais, parce qu'en fait, on va revenir à cette, disons, l'idée de la démocratie. Oui, bien sûr. Hier. Faisons des choses sérieuses. Voilà, parce que là, c'est un gâteau d'ananas qui est quand même une spécialité d'une épicerie ou un gâteau de Taïwan que la Chine hier a annoncé. Et deuxième question. Et voilà, on pourrait faire une deuxième question. Pourquoi parler d'ananas aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que la Chine a dit hier que vous sauriez sur les ananas? Ouais. Est-ce que vous savez? Votre nom? Antoine. Antoine. Ah oui, c'est Antoine, je ne l'ai pas reconnu avec son masque. Parce que nos 4 étudiants portent des masques jusque-là. Hein. Ils respectent bien. Antoine, qu'est-ce que la Chine a dit hier? La Chine a supprimé ses importations d'ananas qui viennent de Taïwan. Du coup, il y a… Plus fort? Plus fort, on entend. Donc la Chine a supprimé, a interdit les importations d'ananas taïwanais hier. Voilà. Et je sais aussi qu'il y a un agro-industriel taïwanais qui a proposé d'acheter une grande quantité de Taïwan pour soutenir cette production, voilà. Sachant que ses débouchés sont perdus, quoi. Ouais, mais on pourra en manger d'autant plus à Taïwan, c'est super. Ouais. Alors en l'occurrence, ça s'appelle en chinois feng misu, et ça vient du taïwanais on lai so. Et en fait, les on lai so, traditionnellement, c'est pas que de l'ananas dedans. C'est aussi du semaquois ou un petit tongua. Donc, si les Chinois ne veulent plus de l'ananas taïwanais parce qu'il est absolument délicieux et qu'ils ont honte d'avoir des choses moins bonnes, eh ben, on pourra faire des feng misu 100% à l'ananas. Donc, c'est une très bonne décision chinoise. D'accord. Autre question? On attribue. Alors, qu'est-ce qu'on attribue? Les livres, c'est. Ouais, on a 2 livres. Alors. Vous avez un gâteau d'ananas en plus. Voilà. Moi, je voudrais poser, j'ai pensé à une 3e question pour nos amis qui sont en ligne. Dans l'extrait que j'ai lu, puis on en a là. On a d'autres questions. Dans l'extrait que j'ai lu, je n'ai pas lu une note, alors prière de ne pas la lire, hein. Quand la mère du défunt voit le corps de son fils arriver, je vous les lis, hein, elle remarque qu'il a les narines qui saignent. Ça fait référence à Taïwan, à quelque chose de très particulier. Et celles et ceux qui sont en ligne, pouvez-vous nous dire, si vous le savez, à quoi il est fait référence ici quand un corps saigne des 7 orifices, les 2 oreilles, les 2 narines, les 2 yeux et la bouche? Qu'est-ce que ça signifie? Si tu donnes la réponse, on va changer de question. Moi, j'en aurais bien une de questions, si tu veux, comme ça, pour les Taïwanais et peut-être les jeunes Français qui auraient déjà eu cette occasion. Mais non, en fait, tu n'as pas donné la réponse. Parce qu'effectivement, c'est quand… Ah oui, finissez d'abord, là, effectivement, de répondre à la question. Voilà. Ouais. Donc, c'est bon, tu n'as pas donné la réponse. Ça reste en ligne. Alors, Gwen, à toi. Non, alors tout à l'heure, effectivement, je ne l'ai pas mentionné, il y a un jeu vidéo très récent qui a eu un grand succès à Taïwan, qui a été adapté en série et en film, et qui est une nouvelle manière de traiter les événements du 28 février. Le titre du jeu vidéo,
un film aussi, c'est ça, hein? Exactement. Un film et une série, ouais. Ça peut être dans le chat aussi. Je sais pas si quelqu'un Il y a quelqu'un qui a répondu ou prend pas? les. Et comme par hasard, c'est lié à la thématique d'une tablette aux ancêtres aussi. C'est lié Donc aux ça peut être le esprits. nom en anglais ou le nom en chinois, comme vous voulez. D'accord. Premier Et qui puis, répond, je vous laisse faire les arbitres. on a d'autres questions sur le chat aussi? Oui, en fait, on a pas mal de questions et je suis désolée, on n'aura peut-être pas le temps. Et surtout, peut-être pas assez d'ouvrages, mais bon. Oui, non, mais on n'aura peut-être pas assez On va de faire des temps efforts. de répondre à toutes les questions. On va peut-être répondre à tout à l'heure par écrit parce qu'on doit quand même respecter le couvre-feu. On va tous quitter le lieu avant le couvre-feu à 18h. Oh, bon, non, Voilà. pas besoin. Donc là, nous avons une question. Vous aussi. en Alors on a ligne. surtout les réponses à la question. Donc je crois que c'est Chen Yanjun, je ne sais pas si je prononce bien votre prénom, qui a Dans la- répondu en première ou en premier. Ouais. D'accord. Et qui répond quoi? Fan Xiao. Fan Xiao. Fan Est-ce Xiao. que je peux vous montrer le. Et fan Xiao, comment on Fan traduit Xiao. ça? Retourner à l'école parce que quand on était Hop, jeune, Pour les vous devez voir teachers. s'afficher, je Pas pense. de- Je sais pas. c'est la réponse pour la question Quelle de question? Gwen. Mais c'est quoi la question de Gwen? Le Gwen, c'est de dire qu'il y a une édition, un jeu en Ah oui, ligne pardon. qui est. Excusez-moi. Ben non, c'est pas ça. Hein. C'est la réponse à ces C'est questions. le titre, mais c'est. Fan Xiao. Ah oui, c'est ça, c'est le nom chinois du jeu vidéo. Ouais. Voilà. Terrifiant, hein? Mm. Mais il Terrifiant, parle ce de jeu la vidéo. terreur Ah, blanche. ouais, ouais. Bon, bah voilà, un livre de plus, ça fait 3, c'est ça? Bah, c'est très connu à Taïwan. Hein. Il a été d'ailleurs distribué par le Continental Wangshi, sur lequel je fais mon 3e livre. C'est lui qui dirige la société de promotion des films taïwanais qui a fait la promotion de ce film une fois devenu un film. Voilà. Bon. Dans ce cas, je vais peut-être choisir 2 questions qui est posées tout au début de notre séance questions-réponses. La question de Michel Denieux. Denieux, pardon. Professeur de français à Taïwan. Bonjour, Salut Michel. Quelle est la position actuelle du Kuomintang sur l'incident de 28 février? Est-ce que moi j'aimerais bien quelqu'un du Kuomintang qui pourrait nous répondre, mais moi ça, je sais pas, je peux pas répondre pour eux, je fais pas partie du Kuomintang et je pense que leur position aujourd'hui, est-ce que ça a été clairement exposé ou ils s'excusent ou se fait ils demandent de pardon ou s'excuser ouvertement ou officiellement, je pense que ça reste quand même une question que tout le monde attend. Ouais. Mais de votre point de vue, moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas assez objective. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1995, quand Lee Teng-hui a demandé des excuses aux Taïwanais pour les massacres du 28 février, il l'a fait en tant que chef d'État et pas en tant que président du Kuomintang. Ça, c'est vraiment très important. Donc, il a été très critiqué, notamment par les indépendantistes, alors que du point de vue peut-être d'un analyste, ou voilà, c'était quand même un grand pas en avant. De même, en 1995, quand il a fait donc transformer le nouveau parc de Taipei en parc de commémoration, la table qui a été apposée avec des caractères commémorant l'événement a été très abîmée par des militants qui considéraient que toute la lumière n'était pas faite. De leur point de vue, en fait, il fallait tout reconnaître d'un coup ou pas du tout. Les militants ne sont pas toujours au courant des difficultés d'ingénierie politique et ont été un petit peu, trop radicaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lee Teng-hui avait fait ce premier acte. Puis, le deuxième président Kuomintang après cet épisode, ça a été Ma Ying-jeou, entre 2008 et 2016. Ma Ying-jeou a souvent fait allusion et toutes les années, il a commémoré les événements du 28 février. Mais à ma connaissance, il a toujours été ambigu jusqu'à refuser un long moment de s'excuser en tant que président du Kuomintang, ce qui était la demande, disons, des indépendantistes, en plus et plus fortement même que les réparations elles-mêmes. Et puis, il y a la question aussi de la terreur blanche, des excuses du Kuomintang sur les victimes de la terreur blanche. D'accord. Voilà. Est-ce que... attends. Michel, ça peut être le sujet de ton prochain thread.
sur Twitter. Hein? Mais je pense qu'il est sur YouTube, donc du coup, il ne peut pas nous répondre. Il peut attendre, il nous répondra sur Twitter. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur YouTube que je n'arrive pas à le lire? Et si vous avez d'autres questions aussi à poser pour gagner des livres, hein? Moi, je voulais aussi mentionner, on a parlé du jeu vidéo, il y a aussi des bandes dessinées, alors qui sont en plus disponibles en français, de Lenny Dean, que je vous conseille fortement d'aller voir sur le sujet. C'est une manière aussi de relire ces événements à travers vraiment plein de médias différents. Il y a des réinventions par les séries, par les films, par la littérature, par la bande dessinée, par les jeux vidéo. Ce qui est encore une preuve, une marque de la créativité taïwanaise, d'arriver à finalement utiliser autant de médias, autant de nouvelles perspectives pour parler d'événements qui sont certes traumatisants, mais qui sont aussi fondateurs d'une entité collective. Voilà. Mais en fait, cette bande dessinée, on n'en trouve plus déjà à Taïwan. Moi, je voulais l'acheter et il y a déjà deuxième. Bon, alors je vais cacher la mienne. Alors, mais si tu la présentes, s'il te plaît. Oh, on pourra peut-être avoir l'occasion de le faire parce que là, il reste 2 minutes. Mais voilà, c'est une vision très personnelle, très engagée, très, très radicale d'ailleurs de notre ami. Et puis, c'est un morceau d'histoire de Taïwan très subjectif, très militant, très beau, très passionnant. Bon, voilà, peut-être qu'un professeur de droit international ou d'histoire politique ne dirait pas exactement les mêmes choses de la même manière, mais c'est surtout une façon de montrer comment la psyché taïwanaise est réprimée par la dictature pendant des décennies. Donc, c'est un très bel ouvrage. On va peut-être terminer par une dernière question. En fait, il y a quelqu'un sur YouTube qui nous pose la question. Quel est l'avenir de la commémoration du 28 février? Voilà, donc on va rester là et on va projeter. Par exemple, on va continuer à parler, commémorer de cet incident. Je pense que ça fait partie de notre devoir de reconnaître ou connaître une partie de la vérité. Est-ce qu'on va connaître vraiment la vérité un jour? Je ne sais pas, parce que chacun a sa propre version de vérité. Mais que pensez-vous de nos avenirs sur Taïwan et puis la démocratie? Le travail de recherche continue en ce moment à Taïwan très efficacement avec des historiens qui vont de plus en plus finement dans les archives et notamment locales. Donc le travail continue. Je note aussi qu'il y a 5 ans, un ouvrage qui revenait en arrière sur l'interprétation des choses a été publié en toute légalité, toute légitimité au sein de l'Academia Sinica, a fait grand bruit. Donc il y a encore un débat. Je note aussi que de tabous parfaits dans les années 50, 60, 70, 80, 90, jusqu'à, disons, 80, puisque le tabou commence à bouger en 91, avec un document synthétique demandé par les Tengwei à une équipe d'historiens dirigée par Lai Zihan, qui est historien au département d'histoire de l'Université nationale centrale à Zhongli. Je note aussi que donc ça passe d'un tabou à quelque chose qui est comme un marronnier, c'est un passage obligatoire, quelle que soit la présidence, et dans l'avenir, qu'il soit DPP ou KMT ou un autre, tout président de Taïwan sera obligé, tant qu'il est démocratiquement élu, de faire référence aux événements de 28 février. Et pour terminer d'une manière un petit peu cynique ou ironique, je rappellerai que le 28 février est aussi célébré en Chine communiste pour les Taïwanais de Chine qui leur rappellent, chaque 28 février, qu'ils doivent se rappeler la méchanceté du Kuomintang qui, en 1947, a massacré sa population. Je vous laisse les commentaires. Et Gwen? Oui, je pense que de toute façon, par essence, la mémoire, c'est quelque chose qui est approprié, qui serait approprié, donc il y a toujours une part de fiction, donc forcément, il y a des nouveaux récits qui vont se créer autour des événements du 28 février 1947, d'autant plus que, comme pour la Seconde Guerre mondiale, il y a de moins en moins de gens qui les ont vraiment vécus de près, qui seront encore vivants dans les années à venir. La question, au-delà du fait que des archives s'ouvrent petit à petit, évidemment, il y en a beaucoup plus ouvertes maintenant qu'il y a quelques décennies, on en ouvre un peu toujours chaque année. C'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de cette mémoire? Est-ce qu'on arrive à la préserver? Et à partir de comment est-ce qu'on construit dessus? Et je pense qu'une des réussites de Lee Teng-hui, mais des gouvernements qui se sont succédés par la suite à différents degrés,
ça a été de construire démocratiquement et de façon relativement harmonieuse entre des gens appartenant à différentes histoires, à différentes ethnies, et de non pas considérer ces événements comme étant finalement des événements qui ont scindé la population en deux, mais des événements sur lesquels il est possible de construire collectivement en Taïwan. Donc c'est l'enjeu peut-être des prochains gouvernements ou des prochaines années, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire sur une mémoire traumatique plutôt qu'à diviser. D'accord. Oh, on va perdre. Gwen, le son. On va couper le son. Oui. D'accord. Ta dernière phrase, Gwen, c'était Ta dernière quoi, phrase a été coupée. Ah, non, l'idée, c'est voilà, de prendre ces événements comme des faits historiques, mais qui permettent de construire collectivement plutôt qu'effectivement diviser la population. Voilà. Je pense que ça nous laisse quand même une termination sur un ton positif pour cette commémoration de l'incident 28 février. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des blessures qui n'ont pas été refermées. Et j'espère que prochainement, on sera tous ensemble pour pouvoir en discuter, échanger sur d'autres sujets de la géopolitique de Taïwan ou prochainement, on aura une autre élection l'année prochaine à Taïwan. Dans ce cas-là, je vais vous peut-être inviter de revenir sur notre plateau et pouvoir discuter d'autres sujets ensemble. Voilà. Donc, très bon dimanche à tous. Et merci d'être venus. On espère vous recevoir très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à suivre notre page Facebook. On aura d'autres occasions de se voir. Et puis, il y a des films qui sont disponibles en ligne pendant cet événement. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Et protégez-vous. Ouais. Au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et puis, n'oubliez pas, Formosana. Oui, Formosana, à Taïwan. Voilà. Pour la démocratie de Taïwan. OK. Ciao. Ciao. Zaijian. Zaijian. Merci, Gwen. 谢谢 Gwen. Bon. Ça va, vous n'avez pas trop mal aux fesses? C'est rude, hein? Bon, quand c'est sûr qu'on n'enregistre plus, on...